aujourd'hui, deuxième émission. La première émission, on avait parlé des nombres et on avait dit c'est quoi le plus gros nombre. Aujourd'hui, on va dire, alors n'ayez pas peur, je vais dire des mots, mais on va expliquer rarement, vraiment basiquement à quoi ça sert. On va parler des variables et du coup des fonctions. Par des Et fonctions en ou des fait, variables? bah, C'est pas du tout le il y a même. des variables dans les fonctions. Donc, si on veut expliquer une fonction, voilà. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est, en fait, On la parlait du fonction. domaine, c'est intéressant. Si, si, ok. Voilà, Ok, non, ok, la fonction, elle commence à répondre à la question, ça sert à quoi les maths? C'est la fameuse question qui pète les couilles. Ça sert à ah quoi? Mais oui. en vrai, concrètement, ça sert à quoi les maths, tu vois? Et Voilà. là, tu parles même, je pense. J'ai préparé, j'ai relu le bouquin de Terence Tao, Analyse volume 1, qui est un bouquin de référence, je pense. Tu parles d'analyse, je pense, Philippe, quand tu dis ça. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que j'entends quand tu dis les Ouais, maths utiles. ouais, Mm. C'est les exponentielles, les voilà. dérivés. En tout cas, j'imagine c'est ce que tu as dans la tête. Et je Ouais. le vois un petit peu avec un de mes enfants qui est parti en filière techno, donc plus la filière générale, où ils ont une approche des maths qui est plus pratique. Je sais pas si tu as été professeur, Ken, Ouais, ou si tu as juste fait les j'ai études. enseigné 4 ou 5 ans en tout, ouais. Donc À peut-être. différents niveaux, hein. J'ai enseigné à des élèves qui avaient besoin de soutien pour le bac. J'ai enseigné ben, en TP à des élèves de fac qui avaient besoin, en TD, pardon, qui avaient besoin tu vois, de soutien pratique. Et j'ai enseigné assez essentiellement à des classes préparatoires, mais pour du complément de cours de classes préparatoires. Donc voilà, j'ai fait vraiment j'ai fait plusieurs spectres des mathématiques, mais j'ai aidé autant d'élèves à avoir leur brevet que leur bac, qu'à réussir à pas redoubler, voilà, c'est ça, maths spé, quoi. Donc, Ouais, donc je vais donner un exemple plus concret. Imaginons on est des hommes préhistoriques et on s'aperçoit qu'on a une poule qui fait un œuf par jour. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est bordel, si je garde tous mes œufs, à la fin de la semaine, j'ai combien d'œufs, tu vois? ouais. Alors, de tête, on le fait un peu, tu vois. Mais on peut se dire aussi, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de règle magique qu'on pourrait créer en disant, bah, tu sais quoi, en un an, j'ai combien d'œufs? Et si j'en mange deux toutes les semaines, mais que j'en ai un par jour, en fait, à la fin de l'année, j'en ai combien, tu vois? Et en fait, les variables et les fonctions, ça répond à ça. C'est-à-dire que si jamais vous faites des petits calculs comme ça dans votre tête, bah, vous êtes déjà en train, d'une certaine façon, je pense, d'appréhender les fonctions. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? Alors là, ouais, je vais faire la fine bouche. Ce dont tu parles, c'est déjà de l'analyse, mais c'est pas tout à fait une fonction, c'est des séries Ouais, Mm. ou des suites, j'ai l'impression, parce que tu es encore dans le domaine du discret. exactement. Là, je fais une différence, j'ai l'impression. Mais non, c'est pas vrai, en fait, ce que je dis. Non, mais on pourrait imaginer Mais que en c'est tout des cas, œufs qui se on est cassent. dans l'analyse et tu as bien Alors, raison. On veut après, une bon, formule générique. bon, après, si on veut vraiment commencer là-dessus, donc Ouais. une suite pour moi, ou en tout cas quelque chose qui transforme un objet en un autre, c'est aussi une fonction. Ce qu'on appelle des fonctions de manière générale, ce sont des objets particuliers en mathématiques qui transforment des éléments d'un ensemble, quel qu'il soit, d'accord, en éléments d'un autre ensemble, quel qu'il soit. C'est ça à la base des fonctions. Il peut y en exister des tas de sortes. Mais tu vois, une fonction, c'est une grande machine qui peut transformer des patates en frites. Une machine qui va transporter des patates en frites, c'est une machine fonctionnelle. Elle va faire une fonction, transformer des patates en frites, d'accord? Et pour ça, J'ai deux exemples, deux questions par rapport à ça. ouais. Est-ce que, par exemple, quand les gens utilisent ChatGPT et ils disent je veux une photo de ça, est-ce que quand je donne une instruction et j'ai une image, est-ce que j'ai une fonction entre les deux? Quand tu donnes une instruction que tu as une image, alors tu as l'ensemble des instructions que tu peux donner et tu as l'ensemble des résultats que tu peux donner. Alors oui, tu peux considérer ça comme étant une fonction. Après là, on est plus dans le discret, puisque dans le cadre d'une IA, on va plutôt faire une analyse probabiliste de ce qui est possible de faire avec le texte rentré sur les trucs sortis. Donc on va pas être peut-être dans le spectre que toi tu voulais de l'analyse, c'est-à-dire ce qu'on appelle des fonctions continues sur la plupart du temps l'ensemble des réels dont on va sûrement parler. Mais oui, à partir du Mais moment où en tu vrai, prends un objet d'un ensemble et tu transformes un objet dans un autre ensemble et que tu lui donnes quelque chose qui systématiquement fonctionne pareil, c'est-à-dire tu définis comment fonctionne l'objet, tu fais ce qu'on appelle une fonction. Donc c'est vraiment l'idée de transformer des ensembles d'éléments dont on a parlé un peu l'année, enfin on en a parlé lors du premier épisode, les ensembles d'éléments, hein, tu vois. C'est l'idée de les et, transformer. et- pardon. Ouais. Ouais. Mais pour le cas particulier de ChatGPT, en l'occurrence, ça serait quand même de la fonction continue, parce que Ah ouais. mathématiquement, ChatGPT, c'est une transformation. C'est quoi Smooth Manifold? Donc une enveloppe. Ah ouais. Mathématiquement, ChatGPT, enfin les réseaux de neurones d'une manière générale, c'est Ouais. vraiment des transformations topologiques continues. Ok. On s'en rend pas compte parce qu'à la Ok. fin, il tire un dé.
C'est-à-dire qu'à la fin, le résultat qui sort, c'est Il est il est discret. continu, ça va Ouais, être un ensemble de probas, c'est ça. enfin un vecteur. Et pour quand même faire quelque chose, on va le transformer soit en un mot. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des problèmes avec ChatGPT, c'est que je sais pas si vous avez vu un article qui est paru ces 2 dernières semaines ou 3. Il disait qu'il y avait un problème fondamental avec les LLM, Ouais, c'est qu'ils sortent des probabilités c'est sans certitude. exactement ça, ouais. Et ce que nous on consomme en tant qu'utilisateur, c'est un choix, il y a un dernier lancer de dés. C'est-à-dire, Exactement. tu lui donnes un prompt, c'est transformé en un vecteur dans un espace continu. Ça sera Non, mais intéressant, c'est mais trop bon. compliqué, c'est trop Voilà. compliqué. Mais ok, Bon, bref, on dit c'est globalement, peut-être Mais oui, une oui, faute. pour moi, ChatGPT, mathématiquement, c'est littéralement une fonction qui prend un set de mots et qui donne un set de donc pixels, par exemple. Fibre, t'as raison. D'accord, voilà. C'est globalement ça. Voilà. Donc ça, c'est les fonctions de manière générale. Donc tu prends une suite. Les gens ils disent que Ken, ils disent que le son d'Arnold est un peu bas. Ok, je vais le monter un peu. Tu prends une suite, tu transformes globalement un entier en autre chose, voilà, qui est souvent un réel ou un truc comme ça. Mais voilà, c'est vraiment des fonctions de manière générale. Il y en a des tas. On les range dans des catégories. Ensuite, après, les fonctions affines, on les apprend au collège, par exemple. Ce sont les fonctions, alors qu'on appellera ensuite un peu plus étendu les fonctions linéaires. Après, les fonctions linéaires, ça porte encore d'autres types, d'autres catégories. Donc, c'est ce qui permet de tracer des droites, d'écrire les équations des droites et bien sur des courbes. C'est très utile. J'en ai fait d'ailleurs pas plus tard qu'aujourd'hui dans Pokémon. Ouais. Si je joue à Silksong et que j'appuie sur ma Switch sur la droite et que le petit bonhomme Hornet elle va à droite, est-ce que ça aussi c'est une fonction ou pas? Exactement, à chaque fois, c'est l'algorithme qui va te transformer un peu le truc, mais disons que là l'effet il est assez immédiat. À chaque ensemble de commandes correspond une action dans le jeu vidéo. Tu peux considérer du coup que, bah oui, ce qui va transformer l'input, donc l'ensemble des inputs de ta manette en une action dans le jeu, c'est une fonction. Mais alors il faut faire très attention parce qu'elles sont très conditionnelles ces fonctions. Parce que quand tu appuies à droite, ça va peut-être fonctionner, mais quand tu es dans un mur et que tu appuies à droite, tu vas plus avancer. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, bon, bref. Et du Mais coup, dans ce cas-là, les variables d'entrée, ça serait l'état actuel et l'input au lieu d'être juste l'input. ouais, c'est sûrement ça. C'est marrant parce C'est exactement que ça. Donc ça veut dire que c'est pas quelque chose avec une seule variable d'entrée. Tu as plusieurs variables d'entrée qui vont entraîner une conséquence donnée, tu vois. Voilà, mais Tu oui. viens de me donner le mot variable, Ken. Est-ce Hmm. qu'on peut en parler? Parce que c'est un mot compliqué. Le mot variable il fait un peu peur, je pense. Est-ce qu'on peut dire ce que Ah. c'est? Et pourquoi on a inventé les variables? on Euh, dit aussi paramètres libres parfois, je pense. Non, ou ouais, variable. Et quand est-ce qu'on a pu inventer ça? putain, C'est c'est quoi une le bonne premier question, exemple? ça. Ça, c'est une Alors, bonne question. je crois que ça date de Euler, hein, personnellement. Tu sais, Non, en fait, j'aurais dit quand même avant parce que. enfin, comment dire, aujourd'hui, une variable, c'est surtout la lettre X, et je crois que c'est un mot latin, genre, Ouais, genre, j'avais eu certain, mais l'histoire, mais j'avoue genre un truc que. qui voulait dire la question, voilà. Mais en gros, l'idée, c'est pourquoi une fonction, enfin, en gros, les fonctions, c'est-à-dire ce transformateur, on va mettre des variables dedans plutôt qu'un chiffre 3. Voilà, c'est ça la Ouais. question. Alors, il y a un point intéressant en maths. Dans les domaines des maths, je sais pas, on va dire qu'il y a une demi-douzaine de grands domaines. Le calcul, l'algèbre, l'analyse. Et il y a vraiment une distinction, j'ai l'impression, au niveau des maths, entre les maths qui te donnent les règles pour manipuler les symboles, donc typiquement l'algèbre, L'algèbre, ouais. et les maths qui permettent de faire du calcul, typiquement L'analyse. des trucs des nombres, la théorie des nombres, j'imagine, je sais pas. Ouais. Et effectivement, la notion de variable, elle est vraiment. Enfin, quand on commence à faire de l'analyse poussée, l'analyse, c'est le nom du domaine des maths qui va travailler sur les fonctions, on va dire. C'est exactement ça. Euh, ouais, je sais plus. Merde, je sais plus ce que je veux dire. Oui, en fait, il y a un moment où on arrête de mettre des nombres dedans, où effectivement, toutes les règles qu'on cherche, c'est de dire, tiens, quand j'ai x carré et que j'applique telle fonction, qu'est-ce que j'ai le droit d'écrire en Voilà. face, etc., etc. Par exemple, pourquoi on dit pas j'ai 1 kilo de farine, donc ça me donne 10 crêpes, mais on va dire à chaque fois que tu as X farine, ça te donne X fois 10 crêpes, tu vois. Alors moi je dirais parce que c'est pas les mêmes objets mathématiques en Ça, c'est fait. vrai. Ken il l'a un petit peu dit tout à l'heure, mais un nombre, c'est vraiment super intéressant parce qu'il y a des petits exemples de paradoxes mathématiques que tu peux faire en confondant nombre et fonction. Et l'objet mathématique, on va prendre un exemple concret. La fonction x carré. Voilà. C'est une fonction, tu me donnes un x, je vais te donner la valeur de x au carré. Si tu me C'est donnes ça. 3, je te donne 9. C'est ça. Si tu me donnes 5, je te donne C'est 25. ça.
Donc, on appelle ça la fonction f de x égale x carré. Et f de 5, c'est un Égal, nombre qui est ouais, égal à c'est 25. ça. F de x égale x carré quand x égale 5, c'est une fonction. Enfin, on va dire c'est un nombre là-bas. Et pour les gens qui travaillent sur l'analyse ou les mathématiciens et mathématiciennes, l'objet mathématique de fonction, il est totalement différent du nombre. C'est pas les mêmes propriétés. Exactement. On peut d'ailleurs même le travailler en soi. D'accord? C'est vraiment quelque chose qu'on travaille. D'ailleurs, on peut même les regrouper. Très Voilà, abstrait. c'est par exemple x carré, c'est un polynôme de degré 2. Nous pouvons regrouper l'ensemble des polynômes de degré 2 dans ce qu'on appelle l'ensemble des fonctions polynomiales de degré 2. Et du coup, utiliser cet ensemble-là comme un ensemble complet d'éléments dans lequel on peut utiliser chacun de ces éléments comme un élément et donc une variable propre et appliquer une fonction propre sur ces variables propres. Voilà. Donc, faut bien comprendre, une fonction, c'est toujours un objet qui va transformer des ensembles d'un élément en un autre. Voilà, c'est ça, et uniquement ça. Et c'est pour ça que c'est un autre objet mathématique que la variable, que l'élément à l'intérieur d'un ensemble. Globalement, on peut considérer qu'une variable, c'est un élément aléatoire d'un ensemble, mais l'idée, c'est évidemment de le faire bouger, tu vois. Alors, le problème, c'est que tous les ensembles ne sont pas spécialement ordonnés. Ce qui est bien dans une variable, c'est quand tu as un ensemble qui est ordonné, tu peux le faire bouger de droite à gauche, tu vois, du plus grand au plus petit. Enfin, tu peux généralement le faire bouger bien, tu vois. Quand tu as un ensemble qui n'est pas ordonné, imagine, je sais pas, ton paquet de farine, là. Comment tu dis que ton grain de farine, il est plus grand que le grain de farine d'en bas? Enfin, c'est chiant, tu vois, un ensemble de paquets de farine, c'est chiant à ordonner. Ce que je veux dire. Mais quand tu as des ensembles qui sont relativement ordonnés, c'est assez facile et assez agréable de pouvoir naviguer dessus. Et cette variable, c'est un peu un élément qui navigue à l'intérieur de cet ensemble. Et les fonctions vont agir sur l'ensemble de l'élément. Et du coup, quand tu peux les faire naviguer, tu peux faire naviguer les fonctions. Et tu as des tas de propriétés qui vont découler de tout ça. La croissance, la décroissance, la Donc continuité, je résume ce etc. que tu viens de dire. En gros, en mathématiques, on a un outil qui s'appelle les fonctions. Et en fait, la fonction, c'est un transformateur, Transformateur. c'est-à-dire que tu mets un chiffre, tu le fonction, tu mets, la fonction, elle travaille et elle te donne un chiffre. Ça peut être Exactement. le même chiffre, C'est ça. ça peut être un chiffre différent. Et ça nous aide à comprendre, par exemple, le monde. C'est-à-dire que si on s'aperçoit qu'à chaque fois que j'ai un paquet de farine, je peux faire 10 crêpes, en fait, la fonction, elle transforme le paquet de farine en crêpes, en nombre de crêpes. Donc je sais que si j'ai 2 paquets de farine, j'aurai 20 crêpes, tu vois, ainsi de suite. On pourrait imaginer Intéressant. que si on observe finement les choses, que si on a par exemple 2 paquets de farine, ça fasse 19 crêpes. Et là, tu vois, on se dit, bon, comment on peut faire, tu vois? Mais ça veut dire que Mmh. la fonction est pas aussi simple qu'on pensait. Mais c'est un peu comme ça, ça sert à ça. J'ai posé une question, j'ai dit que la fonction, elle donnait toujours un nombre. On met un nombre, elle travaille, ça donne un nombre qui peut être pareil ou différent. Est-ce que parfois la fonction, elle sait pas, tu vois, elle peut ne pas répondre à un truc. Alors, Si elle n'est pas définie, c'est alors on voilà, ça. va. La fonction, elle Ouais, existe là où tu l'as définie. Maintenant, peut-être des oui, fois, une fonction. tu te poses la question. Vas-y, je t'en prie, Arnon. Ouais, non, ouais, non. Juste pour le dire, on ne l'a pas dit. Une fonction, en fait, pour être très précis, mais les mathématiciens insisteront, c'est deux choses. C'est la première chose, c'est un ensemble de règles qui va transformer ton nombre. Voilà. Et la Donc deuxième chose, on peut faire le paquet de farine avec les crêpes à chaque fois. Donc c'est la un peu règle, comme un c'est algorithme, tu vois. je Non, mais c'est prends- un truc qui va te dire, pour ton paquet de farine, ça va te dire que c'est 4, fois le poids, moins 300 grammes. ok. Donc une fonction, si tu as un côté informaticien, tu peux le voir comme un algorithme aussi. C'est une autre C'est manière vrai. de voir les Ça, choses. c'est vrai. Une suite de règles élémentaires, l'addition, la multiplication, l'exponentiation, enfin tu vois une suite d'étapes que tu fais. Tu pars d'un point qui est ta variable d'entrée, tu suis les étapes, toujours les mêmes, et tu as une variable de sortie. Mais une fonction, il y a une deuxième chose importante, c'est le domaine sur lequel elle est définie. Il n'y a que des mots incompréhensibles là. Sur Le, le le do- domaine sur lequel elle est définie. ouais, le Mais tu vas domaine nous sur le dire. lequel, le domaine, donc l'ensemble sur lequel elle agit. Par exemple, si tu as une fonction qui agit sur ton paquet de farine, d'accord, pour transformer des crêpes, cette fonction n'agira pas sur du sucre. À table. D'accord? Ce n'est Ouais, pas possible. on pourrait imaginer aussi par exemple que ça marche pour des paquets de farine, mais si j'ai moins un paquet de farine, elle peut marcher, mais elle ne donnera pas un chiffre intéressant, Bah, peut-être, je sais pas. tu prendras un sous-ensemble et du coup la machine agira sur le sous-ensemble, la partie. Admettons, on reprend l'exemple là, de f de x égale x carré, d'accord?
bon, elle va agir sur l'ensemble des réels, tu vois, peu importe le réel que tu rentres. Mais par contre, si tu décides que tu veux juste regarder entre 0 et 1, ce qu'elle donne la fonction, elle va totalement agir entre 0 et 1. Par contre, prenons une autre fonction très connue, 1 sur x. Cette fonction, elle va super bien agir entre 1 et plus l'infini. Par contre, elle n'agira pas en 0. Parce que la fonction, elle va avoir un problème de définition en 0, puisque la division par 0, on l'a vu dans l'épisode précédent, c'est quelque chose qui est problématique ou qui doit se définir au préalable pour pouvoir travailler, en tout cas dans l'ensemble que l'on a. Donc en fait, la fonction 1 sur x, elle n'est pas définie en 0. Bon, une crêpe magique qui a besoin de 1 sur x paquet de farine. Voilà. Donc voilà. Donc, moi j'ai quand même une question, et vraiment c'est une question hyper honnête de mec qui n'a pas préparé, qui vraiment que je me pose. Tu vois, les gens comme vous là, Ken et Arnold, quand vous dites la fonction 1 sur x en 0, on ne sait pas ce que c'est parce que 1 sur 0, vous savez, de la division par 0, on ne sait pas, tu vois. Quand je la dessine quand même, tu vois, quand je la dessine, ça monte vers l'infini. Et moi j'ai envie de dire, pourquoi on ne dit pas que 1 sur x c'est l'infini? Alors, on peut, mais à ce moment-là, tu définis. Ça en revient à ce que j'ai dit lors du dernier épisode. Tu la définis pas du coup sur l'ensemble des réels, mais tu la définis sur la fermeture des réels qui comprend l'infini comme un point particulier. À ce moment-là, tu peux. À ce moment-là, moins l'infini et plus l'infini sont des nombres qui sont équivalents. En fait, tu peux le faire, Fibre. Les mathématiques, c'est un ensemble libre, mais ça n'a aucun intérêt réellement mathématique de le faire. Ce qui est justement intéressant, c'est d'avoir cette asymptote, c'est-à-dire cette zone dans laquelle tu ne peux pas atteindre, dans lequel, on va peut-être en parler, tu vas avoir une accélération qui va être quasiment nulle au bout d'un moment, ou un vecteur vitesse, on en parlera un peu parce que ça découle directement aussi des fonctions, qui lui aussi va devenir quasiment infini. Donc c'est ces choses-là qui vont intéresser mathématiquement. Tu peux toujours définir des trucs bizarres, mais en fait, si l'objet mathématique a vraiment aucun intérêt en termes d'objet lui-même, en fait, la seule chose que tu fais, c'est t'ajouter ce qu'on appelle en mathématiques des faux problèmes qui vont pas te faire avancer quoi que ce soit dans le débat. Donc tu peux te poser ces problèmes-là, mais en gros, c'est un peu comme parler pour ne rien dire, Fibre. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, il y a différents types de fonctions. Je vais vous les dire et il faudra me les expliquer le plus simplement possible, comme si j'avais 5 ans, d'accord? La première type de fonction, alors c'est des mots un petit peu compliqués, je suis désolé pour ceux qui nous regardent, parce que les mathématiciens, ils n'ont jamais assez de mots compliqués, mais bon. C'est de la faute des Grecs, hein, c'est pas de notre faute. Hein. Franchement, il faut les manipuler un peu, et voilà, quand on les prononce beaucoup, après ça devient nos amis. Mais donc les fonctions linéaires, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est une fonction linéaire? Qu'est-ce que c'est? Tu as déjà fait un distinguo, Ken, il y a 10 minutes entre affine et linéaire, mais je sais pas s'il vaut le coup. Ouais, bon, on va dire affine, c'est comme ça qu'on les apprend parce que c'est les fonctions de la droite réelle, d'accord, voilà. Les fonctions linéaires, on va dire que c'est une extension même des fonctions, voilà, dans le plan réel. Mais est-ce qu'on peut avoir un exemple déjà mathématique et un exemple de la vie réelle? Imagine que tu as ce que tu as pris comme exemple tout à l'heure. Alors, imagine que tu as un booster Pokémon aujourd'hui, là, au mois de novembre. Ouais. Tu en achètes un tous les mois. Combien tu en auras dans 10 mois? Non, est-ce qu'on peut avoir plutôt avec les cartes rares dans les boosters Pokémon? C'est possible ou pas? Non, parce que là, ça va compliquer. À mon avis, on va plus être linéaire. Mais... pas une carte rare par booster? Si c'est certain, oui. C'est toujours une ou c'est la probabilité? Ken, c'est combien de cartes rares? Les boosters Magic, effectivement. Franchement, ça dépend. Mais imaginons que tu as déjà 10 cartes rares dans ta poche. Enfin, ou dans ton... Et tu achètes 20 boosters et il y a une carte rare par booster. À chaque... T'auras autant de... Enfin, la fonction qui va te donner ton nombre de cartes rares, ça va être nombre de boosters ouverts fois 1 du coup, puisque la constante qui est 1, booster, voilà, plus tes 10 que tu avais au début. Les 10 que tu avais au début. Et donc ça s'écrira f de x égale x plus 10. Et voilà. C'est une fonction affine. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez fait votre fonction linéaire, en fait, quand vous l'avez, vous dites, moi, si j'ai besoin d'avoir X cartes rares, bah, j'ai qu'à acheter tant de boosters, tu vois. C'est un peu... c'est utile pour ça. C'est-à-dire, ça nous permet de donner le nombre de cartes rares si on achète un certain nombre de boosters. Globalement, voilà, on peut dire... quelle que soit la variable que tu prends d'entrée,
Si tu multiplies une constante à cette variable et que tu ajoutes une autre constante, tu obtiendras ce qu'on appelle une fonction affine. Ça peut se symboliser de façon... Enfin, dans les jeux vidéo, on voit beaucoup ces fonctions-là de façon assez simple. Imagine, Fib, tu joues à ton super RPG, là, je sais pas, Skyrim ou n'importe quoi, d'accord? Ouais, c'est super. Et tu as ta statistique de force, Elden Ring ou je sais pas quoi, là, tes jeux là. Elden Ring. Elden Ring, voilà. Tu te dis, bon bah voilà, j'ai actuellement 100 points de force, j'ai beaucoup investi en force. Combien ça se traduit en dégâts? D'accord? Ben souvent, ce que font la plupart des programmeurs, c'est qu'ils vont programmer directement ça de façon purement linéaire, c'est-à-dire que si tu as 0 point de force, tu vas pas taper à 0, il va quand même faire un petit dégât de base, d'accord? Mettons 3 points de vie de dégâts, d'accord? Donc tu vas commencer à 3, et ensuite après, à chaque point de force, eh bien des dégâts vont s'ajouter de façon récurrente. Donc si tu as 1 point de force, tu feras 2 dégâts de plus, voilà, etc. Donc tu vas passer à 5, etc., etc. Et ça de façon linéaire, donc en créant une droite, une courbe qui va aller toute droite dans tes dégâts de puissance. Ce qui fait que quand tu as 255 de force, là, c'est incroyable, tu vas faire 500 de dégâts plus les 3 que tu avais à la base. Ouais, c'est super bien. 255 chiffres qu'il a pris, nombre qu'il a pris au hasard. Complètement. Dont on en parlera peut-être un jour. C'est un bon exemple. On va dire que les fonctions linéaires, c'est la mathématique des jeux de rôle parce que un peu, ouais. Les règles de Donjons et Dragons, c'est exactement ça. Tu fais 10d6 plus 4, par exemple. Alors, il y a la petite part d'aléatoire, mais voilà, les fonctions linéaires, c'est 10 fois la force plus 4, comme vient de le dire Ken. Alors, attention, parce que depuis les années 80, c'est-à-dire quasiment depuis le début, les montées de niveau dans les jeux de rôle, ça suit plutôt une fonction logarithmique. Ouais, normal, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. Mais, j'ai envie de vous dire, est-ce qu'une fonction logarithmique, c'est pas localement un peu compliqué. C'est pas localement de temps en temps. Localement, voilà. Est-ce que localement, ça pourrait pas être une suite de fonctions affines? Bon, globalement, une fonction affine, c'est une fonction que. C'est une fonction si jamais. Mais c'est intéressant, il y a plein de théorèmes mathématiques basés là-dessus quand même qui disent que quand tu regardes d'assez près, tout est une fonction linéaire en fait. Ouais, c'est un peu ça. On en reparlera. C'est ce qui permet aux physiciens de faire tout fonctionner d'ailleurs. C'est ça qui est formidable. Une fonction. Alors, d'assez près, on va dire. D'assez près, c'est bon, c'est droit. Deuxième type de fonction. Donc, comme d'habitude, il faut me dire à quoi elle ressemble. Okay. Et dans la vie réelle, c'est quoi, tu vois? Okay. Donc, la fonction quadratique. Qu'est-ce que c'est? Oh putain. Quadratique, c'est x2 plus x plus quadratique, c'est, on va dire, les polynômes de second degré. Les fonctions ou les polynômes du second degré. Voilà. Après, un polynôme et une fonction, c'est pas exactement la même chose, mais ouais. je vois ça. Tu peux faire un pont de polynôme, tu peux faire fonction, une fonction, tu peux faire polynôme. Qu'est-ce que le quadratique? C'est quoi? Quand on dit fonction quadratique, il y a un gars qui dit fonction quadratique. Voilà. Ouais, c'est un peu. C'est la mathématique des tirs en cloche, quoi. Ouais, c'est un peu ça. Et des balistes et des. Exactement. C'est des projectiles. C'est intéressant parce que il y a certains mathématiciens. J'avais retrouvé un vieux bouquin de Blaise, celui qui était à Clermont-Ferrand, je sais plus. Blaise Pascal, peut-être. Peut-être, ouais. Mais la balistique, ça a longtemps été un sujet pour les mathématiciens et super concret du coup. Ouais. Parce que les mecs, ils tiraient en cloche et il fallait qu'ils fassent le calcul pour savoir comment atteindre leur. Je veux dire, les armes de guerre, ça a longtemps été des trucs juste. Des canons que tu penchais, même à la Première Guerre mondiale en Europe, je pense que c'était encore ça, quoi. Hop là. Et du coup, la balistique, ça a été des maths très importantes pour la civilisation, pas pour le meilleur malheureusement, mais. Ouais, tout ce qui est lancé, tout ce qui est lancé avec peu de résistance à l'air, c'est ça. J'ai regardé une conférence hier d'un spécialiste du badminton, et tu apprendras qu'au badminton, qui est un des sports de balles les plus rapides du monde, le badminton, avec parfois des sorties de balles qui peuvent aller à plus de 500 km/h en sortie de raquette, ce qui est assez fou. Par contre, la diminution de la vitesse du volant en badminton est fonction du carré de la vitesse de cette dernière. Contrairement à beaucoup d'autres objets, comme la balle classique, qui elle n'est fonction que de la vitesse de base. Ce qui donne cet effet en cloche. Par contre, au badminton, tu as un effet où tu vas avoir quelque chose qui va retomber très droit. Donc tu vas avoir cette cloche au début qui retombe très droit. Du coup, tu ne vas pas tomber sur une quadratique classique et tu vas avoir des équations qui sont différentes, mais qui sont aussi assez intéressantes pour étudier, par exemple, comment fais-tu amérir un satellite sur Mars ou une navette sur Mars.
Mars n'a que Ouais, c'est vrai que très peu d'atmosphère. Donc en fait, c'est pas comme en France où tu mets ton objet en France, sur Terre, tu mets ton objet, l'atmosphère est tellement dense que ça va ralentir. Non, tu mets un truc, un objet sphérique qui arrive sur Mars, ça s'écrase la gueule à 18 000 km/h. Point final. T'es mort, tu peux pas le ralentir. Donc il faut créer des formes mathématiques qui permettent d'avoir de la traînée, qui freinent l'objet, et la forme du volant du badminton est une forme parfaite justement pour créer cette traînée afin de freiner un objet par rapport au carré de sa vitesse et pas par rapport à sa vitesse simple. Voilà. Donc tous les lancers ne sont pas quadratiques tout de même, je tiens à le préciser. Il y a beaucoup de lancers en fonction des non, objets qui ne le sont pas. c'est les vaches sphériques qu'on fait dans l'absolu. Et Exact. par contre, oui, Et dans il y a un l'espace, autre point peut-être qui va t'intéresser philosophiquement, Fibre. Je l'ai lu hier, donc c'est que les fonctions quadratiques, c'est aussi les fonctions de notre espace. Et c'est marrant. Tu peux démontrer. Donc nous, on vit dans un espace à 3 dimensions. 4 dimensions peut-être si tu comptes le temps, mais on parle pas de ça. Et du coup, mathématiquement, tu peux démontrer que toutes les forces, la gravité, l'électromagnétisme, elles vont être quadratiques, donc en proportion du carré de la distance, pour être précis. Et c'est super intéressant, c'est très compliqué, mais si par exemple on vivait dans un univers à 4 dimensions, bah, la gravité, elle serait fonction de la puissance 3, donc du cube de la distance, etc. quoi. Ouais, du Donc cubique. le carré, c'est aussi c'est aussi les mathématiques de notre physique, on va dire. les Tu le grands retrouves. esprits se rencontrent, j'osais pas le dire, mais effectivement, dans la vie réelle, si vous avez peur des ondes de votre micro-ondes, par exemple, toutes les forces, toutes les puissances diminuent avec le carré de la distance. Mais toi, tu parlais du carré de la vitesse, qui est assez intéressant, mais je pense Ouais. qu'il y a un lien forcément. Oui, Et, bah, et en du fait, coup, ouais. toutes les forces dans notre univers, en tout cas, diminuent avec le carré de la distance, sauf peut-être la gravité, j'imagine. Non, non, même pas. Sauf Voilà. la Donc, non, force même pas. faible. Non, mais sauf la force nucléaire faible et Voilà, les trucs même fort. microscopiques, c'est un autre Ouais, univers. les Les, trucs. les trucs Mais bah, quantiques. sinon, ça serait pas stable. Donc, Ouais. Et oui, la Ah, gravité, l'électromagnétisme. nouvelle fonction, elles vont de plus en plus vite, hein, vous allez voir. Enfin non, non, elles vont pas de plus en plus vite, mais Non. c'est une fonction qu'on entend beaucoup à la télé, que les gens, les commentateurs sur CNews, ils disent ce mot tout le temps, mais ils le disent mal. Voilà. C'est la fonction exponentielle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça grandit de façon exponentielle. C'est quoi la fonction exponentielle? Et ça, dans la vie réelle, c'est quoi on trouve Alors de déjà, l'exponentielle où? ouais. C'est la dernière fonction utile, j'ai l'impression, pour la vie de tous les jours. Parce que c'est celle qui permet de calculer tes intérêts. Et ça, quand on parle de la taxe Zuckman et tout ça, Ouais, elle est mise en exponentielle? jeu. Oui, Ouais, oui, mais on en- exponentielle, avec des exponentielles qui sont inférieures à 1, mais oui, exponentielle, oui, tout Ah à oui. fait. Oui, oui. Ah, mais dès que tu veux calculer des intérêts composés, donc le terme, moi-même, je le connaissais pas il n'y a pas si longtemps. C'est ça. C'est-à-dire de savoir combien ton argent. Imagine, tu as 1 million et tu n'es pas un travailleur, tu es un patron. Je ne vais pas mettre d'adjectif devant ou derrière. Tu vois, un travailleur, un salarié qui travaille, son patrimoine, il est linéaire. C'est-à-dire, tu as autant d'argent que tu as travaillé de jours ou de Lui, mois. il a une fonction linéaire. Voilà. Voilà. Moi, je veux dire, je suis salarié. Chaque jour que je travaille, bah, je gagne, je sais pas, 137 euros, 200 euros, je sais pas. Et j'aurai autant d'argent que de jours travaillés. Pour quelqu'un qui vit du capital, donc quelqu'un qui vit de son capital, et c'était tout le thème du bouquin de Piketty sur l'argent du capital, l'argent du travail, les gains du capital, ils sont souvent exponentiels. Ils sont un peu En plus moyenne, compliqués. 6% par an du patrimoine, en moyenne. Oh, 6%, c'est énorme déjà, mais ouais. C'est Et du En fait, coup, l'intérêt, pardon. Ouais, l'argument de Zuckman, c'est que tu sais, on les taxe à 2%, mais comme ils gagnent 6% de leur patrimoine, Oui, bah, il y a quand même 4% de Je crois bénéfices. que c'est pas si simple que ça, mais oui, non, Oui, je sais, c'est pas aussi simple que ça, c'est mais pas en si gros. simple que tu vois. ça, ouais. Bon, en vrai, c'est un dollar pour eux, hein, mais d'ailleurs, c'est une après, oui, c'est un on a très, la c'est un définition. très mauvais exemple de l'exponentielle qui est souvent une fonction qui est extrêmement dollar. Là où on utilise mal l'exponentielle, c'est qu'on confond souvent la fonction exponentielle avec la fonction arithmétique. Or, une fonction arithmétique, c'est en vrai, à peu de choses près, une fonction affine, hein, en vrai, hein, mais avec très peu de variables d'entrée. Une fonction exponentielle, c'est une fonction qui va multiplier la variable d'entrée, on va dire, par elle-même ou plusieurs fois par des facteurs d'elle-même. Et c'est une fonction qui a tendance à croître extrêmement vite. Elle croît d'autant plus vite, d'ailleurs, que la variable est haute. Et en vrai, à partir du moment où la variable commence à augmenter, ne serait-ce qu'un peu,
la sortie, enfin l'objet de sortie, lui va devenir très grand. L'expérience qu'on peut avoir, c'est la fonction exponentielle x, mais je préfère plutôt parler de la fonction 2 à la puissance x. Donc voilà, juste faites un calcul binaire. Le binaire. Donc vous faites 2 puissance 1, ça fait 2. Bon, d'accord. 2 puissance 2, 4. Allez, ok, on a gagné plus 2, d'accord? Très bien. 2 puissance 3, 8. On a gagné plus 4. Oh là, d'accord, il commence à y avoir des problèmes, ok. 2 puissance 4, 16, on a gagné plus 8. Attends, mais c'est quoi cette merde là? C'est à chaque fois que je monte de 1, j'augmente autant. Ouais, Et puis tu doubles, ouais. Voilà, et tu doubles. Et bon, je te parle même pas de quand tu arrives à 2 puissance 10, tu arrives à un chiffre qui est complètement débile, que tu peux à peine marquer, que tu peux à peine écrire sur la feuille. Donc, c'est ça, c'est quelque chose, même si ta variable d'entrée varie peu, au bout d'un moment, ta variable de sortie, elle va varier vraiment énormément. Et en fait, bon, il y a très peu de choses qui fonctionnent de façon exponentielle comme ça dans la vraie vie. Et on a tendance à confondre le terme exponentiel avec le terme ça croît très vite. Mais en vrai, il y a plein de choses qui croient très vite, comme les fonctions quadratiques, par exemple, qui sont pas du tout des fonctions exponentielles. Les fonctions quadratiques sont des fonctions qui croient assez vite. Hein. Tu vois, x au carré, ça croît déjà pas mal, hein, en vrai. Hein. Fais le calcul, c'est pas mal. Hein. Mais ça n'a rien à voir avec l'exponentiel. C'est même tellement rien à voir que si tu faisais la somme des deux, il y en a un moment, il y en a un, il n'existe même plus. D'accord? Si tu fais 2 puissance x plus x au carré, à un moment, le x au carré, il veut tellement peanuts, frère, que t'es même pas obligé de le considérer. Tellement ça vaut rien. C'est abusé, non? Comment ça s'appelle? Il y a des exemples de la vie réelle qui fonctionnent sur l'exponentielle ou pas? Excuse-moi, la vie. Des exemples de la vie réelle Dans la qui vie fonctionnent réelle, sur est-ce qu'il y a des l'exponentielle. choses qui peuvent être modélisées par une exponentielle? Là, Ouais. les intérêts composés, je reprends l'exemple. Donc, imaginons que tu places tes sous. En plus, pour rejoindre l'exemple que tu donnes au début, tiens, j'aimerais connaître le résultat d'un calcul compliqué avec une fonction. Donc, imaginons que tu places tes sous à 5%. C'est pas énorme, ça revient à multiplier par 1,05 tous les ans. Ça va. D'accord? Oui. Donc, tu places 1000 1,0. euros cette année. Ouais. Et tous les ans, pendant les 20 prochaines années, pour la retraite, tu vas multiplier par 1,05. C'est-à-dire tu laisses les sous. C'est pas mal. Donc Hein. la deuxième année, tu auras 105 euros. Ouais. Enfin, la première ou la deuxième. La troisième année, tu auras 105 euros multiplié par 1,05. Donc, je ne sais pas faire le calcul, mais un tout petit peu plus, blablabla. Et en fait, au bout de 20 ans, si tu veux calculer sans t'embêter à faire la multiplication 20 fois, tu peux faire 1,05 exposant 20. Donc, ça va te faire 3,47, je crois. Ah oui, parce que j'ai calculé récemment, ouais, je crois. Ouais. Et tu vois, ça veut dire que en 20 ans, multiplier tous les ans par 1,05, c'est comme avoir multiplié par 3,5, on va dire. Et là, ça aurait été une exponentielle parce que pour faire ce calcul, je vais écrire 1,05 puissance. Ouais. Parce que puissance ce qu'on dit pas, c'est que l'exponentielle a souvent ce schéma-là, donc le schéma tu sais, qui monte très vite, Ouais, mais il est un petit peu aplati au début. Et en fait, parfois, on est déjà dans l'exponentielle alors que ça n'a pas monté très haut, tu vois. Moi, j'ai un autre exemple qui peut être assez catastrophique, Fibrotig. Globalement, la propagation virale. Ouais, voilà. Il y a des gens qui disent, voilà. Propagation, la grippe, tiens. propagation virale. J'ai la grippe en ce moment. Propagation virale. J'ai attrapé la grippe. Je vais du coup voir ma copine, ok, qui attrape la grippe à cause de moi. Nous sommes deux à avoir la grippe, d'accord? Ensuite, nous nous rendons au travail et nous voyons des collègues. Ok, donc moi, je vois un collègue et elle voit un autre collègue. Et hop, ces collègues attrapent la grippe à cause de nous. D'accord? Horrible. Nous rentrons et nous croisons deux autres... Hein, comment? Ouais, c'est affreux. Hein. C'est vraiment... Alors là, il y a une grippe qui se transmet quasiment tout. Donc on est déjà 4 à avoir la grippe, sachant qu'on a croisé que 3 personnes. Hein. Nous croisons 2 autres personnes. Hop, ils prennent la grippe. On est déjà encore 2 fois plus. Tout le monde est 2 fois plus. On est passé de 4. Bah, ce sont c'est le 2 puissance n qui a la grippe. Et ça se propage très 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 vite. Alors évidemment, ça sera limité par le nombre de personnes qui sont capables de rentrer en relation. Mais la propagation exponentielle d'un virus, heureusement nerfée par la probabilité de viralité de cette dernière, là généralement. Mais si on avait 100% de viralité d'un virus, c'est-à-dire un virus 100% viral, le taux de propagation du virus, c'est ce qu'on voit dans les invasions zombies, serait absolument démentiel et gigantesque et pourrait aller à une vitesse absolument phénoménale. Si bien que ce serait absolument immaîtrisable. Heureusement que les virus ne se propagent pas à 100% d'humain à humain généralement. Sinon ça peut aller très vite. T'imagines le nombre de personnes que tu croises. Si jamais tu le recroises ces virus, ils vont croiser autant de personnes. Alors ça, c'est affreux.
C'est vraiment affreux. Parce Si que tout... la Terre, elle est contaminée en une semaine. Exact, Et pendant que le Covid- exactement. Exactement. Sauf que la Terre est Bien, contaminée en pendant une le semaine. Covid, il donnait un chiffre d'ailleurs. Il disait on est passé à 1,5 ou on est repassé à 0,93. Et c'était important parce que dans les phénomènes exponentiels, donc tu as un paramètre que tu vas appeler l'exposant, le facteur de propagation qu'a dit Ken. Et en fait, s'il est au-dessus de 1, l'épidémie ou tes sous, ils vont croître. Ouais, Et si tu passes sous 1, ça reste une exponentielle, mais là, ça va mourir. Ça va C'est-à-dire une mourir, ouais. épidémie qui a un facteur de propagation C'est de ça. 0,8, elle va mourir d'elle-même. Ouais. Merci pour ça. Alors, il reste deux fonctions qui vont être un peu plus velues et que j'aime beaucoup. Alors, celle-là, c'est ma préférée parce que je l'utilise beaucoup dans les jeux vidéo, dans les conceptions de jeux vidéo. Et elle est un peu partout. Dès qu'il y a du gaming, c'est la fonction intéressante. C'est la fonction logarithmique. Mais qu'est-ce qu'une fonction logarithmique? Répondez. Bah, la fonction logarithmique, c'est l'inverse de la fonction inverse. Aïe, C'est aïe, aïe, horrible on de n'a même dire. pas discuté qu'une fonction inverse. C'est horrible de Donc, dire c'est ça comme compliqué. ça. C'est l'inverse de Ah, la. la dérivée. C'est l'inverse de la fonction inverse. Attends, c'est quoi? Ouais, c'est ça. Oui, enfin voilà, ça vous l'a dit. Ouais. Non, c'est l'inverse de la fonction inverse, c'est ça. Mais oui, c'est globalement, on en a parlé de la fonction inverse ou pas? T'as même pas parlé de la fonction inverse, Fibre. Non, Oui, brièvement, parce qu'il a dit qu'elle était asymptotique à l'infini. Voilà, c'est ça. On a parlé brièvement. Globalement, tu prends la Ah oui, fonction. la fonction inverse. Moi, je pensais que tu parlais de f-1. C'est-à-dire, Non. celle qui transforme les crêpes en farine. Oui, bah c'est justement. Oui, voilà, c'est un, Ah, non, ouais. c'est un peu ça. Et ben globalement, tu retournes cette fonction, tu la retournes et tu vas avoir une fonction logarithmique. Mais en fait, plutôt que d'être très très haut à 0, très proche de 0, elle va avoir du mal à croître. C'est un peu. Plus t'avances et moins tu. Plus t'avances, Ouais, donc, moins t'avances. En fait, donc déjà, on peut dire, par exemple, dans les jeux vidéo, normalement, dans les RPG, alors je sais pas si c'est le cas dans Pokémon, tu joues beaucoup à Pokémon, mais en gros, quand tu gagnes 10 points d'expérience, paf, tu passes niveau 2, mais pour passer niveau 3, faut gagner genre 50 points d'expérience. C'est-à-dire, C'est il faut ça, gagner en de fait. plus en plus de C'est points ça. d'expérience pour monter d'un niveau à chaque fois. Donc, Alors, en bon gros, exemple, c'est un peu lent, quoi. Juste Fibre, excuse-moi. Le logarithme. Ouais, je me suis trompé, je suis un peu malade. C'est l'inverse de la fonction exponentielle. Donc, tu as parlé de la fonction exponentielle avant, d'accord? Ah, pourtant, Ok. ça marchait aussi avec l'inverse de 1 Oui, sur x. ça- T'avais compris. Tu voyais ce que je veux dire, mais c'est pas. Bon. Ouais, moi, ça me plaisait bien. mais- Oui, je sais que ça te plaisait bien parce que c'est la primitive, etc. Et que du coup, tu peux retrouver l'un sur l'autre. Mais globalement, c'est l'inverse de la fonction exponentielle. Donc, globalement, si tu composes les deux, on va pas parler de composition de fonctions, mais c'est possible de composer les deux. Tu te retrouves avec une fonction qui ne change rien. Globalement, tu prends un objet, tu le mets une exponentielle, d'accord? Tu as un résultat, tu prends ce résultat, tu lui mets un logarithme, tu obtiens le résultat que tu avais avant. C'est comme si tu n'avais rien changé. Voilà. C'est-à-dire, l'exponentielle, on disait, ça va de plus en plus vite, et la logarithme, ça va de plus Moi- en plus lentement. Voilà. Et gros, le logarithme, c'est ce qui permet d'inverser l'exponentielle. C'est génial. Si tu C'est- mets les deux, c'est comme si tu faisais rien. C'est un Alors, tueur j'ai quand même une d'exponentielle. question. C'est fort, J'ai quand c'est même une question. formidable. L'exponentielle, il va vers l'infini Et sans au-delà. doute, tu vois, ça va très vite. Mm. Mais le logarithme, comme il est de plus en plus lent, est-ce qu'il va vers l'infini aussi ou pas? Oui, il va vers Et ça, l'infini c'est aussi. Oui. ouf. Mais ouais, il va Mm. vers l'infini, mais alors tu galères à y arriver, quoi. Et il va quand même arriver à l'infini. Ouais. Voilà. Alors, c'est une question piège parce que je l'ai taffé et j'ai la réponse. Est-ce que le logarithme, c'est la fonction qui va vers l'infini le plus lentement du monde? Non. Bah après, il y a plusieurs logarithmes en plus. C'est ça qui est terrible. Parce que là, quand tu parles du logarithme, tu parles de quoi? Comme je te dis, Bah, f log de x, quoi. Ouais, donc F le- de x le- égale log de x. tu parles du népérien. Ouais. Voilà, c'est ça. Parce qu'un logarithme, à la base. Hein? Comment? Le n, c'est pour népérien, pas pour naturel, en fait. Non, c'est pour népérien. LN. C'est le logarithme Ah ouais. népérien. Voilà, le logarithme népérien, c'est l'inverse de la fonction exponentielle avec le petit e. Mais le logarithme de base, à la base, c'est le logarithme de la base 10. Le log qu'on écrit, c'est le logarithme de la Ouais, base log 10. de x. Donc c'est les 10 puissance quelque chose, tu vois, ceux dont on sert pour écrire les très très grands nombres, tu vois, 1,3, 10 puissance machin. Bref, bon, peu D'ailleurs, importe. Bon, il y a toujours un Oui, x KCD pour tout, mais vas-y, je la ferai après. je réponds quand même à la question que je me suis posée. Donc en fait, il n'y a pas de fonction J'aurais qui dit que vont oui, le mais- plus lentement du monde. Voilà. Ça n'existe pas. Euh, Parce qu'il y a toujours moyen d'en trouver une plus lente. Tu peux vois. toujours C'est un ralentir. logarithme, mais bon. Voilà. C'est Mais ça. cela ayant été dit, il y a une fonction quand même qui est remarquablement plus lente. Elle est vraiment très très lente celle-là, qui est plus lente que le logarithme. Crash. C'est le nombre de nombres premiers, je crois. Tu vois, un truc comme ça. Genre, la densité des nombres premiers Oh, par la nombre. densité des la nombres même premiers. chose. Incroyable. Ah oui, j'avoue, celle-là, elle est pas mal. Ah oui, mais du coup,
c'est un logarithme aussi, on s'en fout, ou l'inverse d'un logarithme. On s'en fout, mais bon. C'est la même Mais chose, dans- non mais c'est la même chose, c'est la même chose. C'est vrai qu'il dans a- la vie c'est- réelle, j'ai ça- parlé des levées, des montées de niveau dans le jeu vidéo. En fait, le logarithme, moi, quand je fais du game design, ça marche très bien. Ça permet aux gens de Alors, de pas il y a être un autre prêts, truc, d'avancer et tout. Mais est-ce que dans la vie réelle, il y a du logarithme ou pas? On en trouve? il y a un XKCD qui est marrant là-dessus, c'est le logarithme en fait, c'est si tu écris un nombre, le nombre de chiffres qu'il te faut pour l'écrire, quoi. C'est-à-dire que si tu écris 10 000, il te faut 5 caractères. Ah, c'est trop bien ça. Ouais. Ouais, j'avoue. Et ben C'est c'est log le de cinq? logarithme de 10 000, c'est 5. Ou Ah, si ok. tu veux, le logarithme, c'est la longueur, quand tu écris un nombre, c'est la longueur du nombre. Ah Ok. ouais, ça c'est pas mal, C'est un ça peu marche compliqué, bien. mais c'est marrant comme... si tu écris 8 milliards Le logarithme n'est pas rien, 956 ça, par millions... contre, hein, mon petit Arnold. Pardon? C'est pas le logarithme n'est pas rien. Donc, ça, Non, c'est le le log. logarithme en base 10, du coup, mais c'est celui qui était le premier. Mais après, ouais, des exemples dans la vie réelle, j'en ai pas beaucoup pour le Alors, en logarithme. fait, j'en ai un pour information, c'est les décibels. Et les décibels, ça marche C'est-à-dire bien. que, en fait, comment dire, quand je tape dans mes mains, ça fait un bruit. Et s'il y a Arnold qui tape dans ses mains en même temps que moi, ça fera pas un bruit 2 fois plus fort. Ça fera un bruit qui est égal au logarithme de nos deux bruits. Voilà, donc D'accord, ça ok. monte tout doucement. C'est pour ça que quand on tape très fort dans ses mains, ça fait vraiment beaucoup de bruit. Mais quand tu as un stade de 1 million de personnes qui tapent dans ses mains, bah, ça fait un bruit supportable quand même. Tu vois, c'est pas. Voilà. Ouais, c'est un Euh, très bon exemple. Ou les ouais. earthquakes, pardon, Ouais, la force des tremblements de terre aussi, un truc comme ça, non? Genre, ouais, tout à fait. L'échelle des séismes, ouais, on 12. parle de l'échelle des séismes, ouais. Et L'échelle quand de t'es Richter. 12, en fait, t'es Ouais. 10 fois plus puissant que 11, non? Une connerie, un truc comme ça, je pense. Ah ouais. Il paraît que ouais, c'est ça, Ouais, il Alors, voilà, paraît que l'échelle l'échelle de de Richter, Richter. c'est ouf. la dernière fonction, c'est une fonction périodique. Donc, je le dis rapidement, cosinus, sinus, vous voyez, les trucs comme ça. Par exemple, ouais. Fonction périodique. Mais qu'est-ce que c'est une fonction périodique et à quoi ça sert? Voilà. Alors, à Question quoi ça pour toi. sert? Je sais pas, ça c'est... Oh, ça sert à des À quoi tonnes ça, de à quoi trucs. ça sert les maths? Mais une fonction périodique, c'est une fonction qui se répète sur une période donnée. C'est-à-dire, tu prends un sous-ensemble de l'ensemble sur lequel il est défini, et tu sais que la fonction va répéter son motif sur la même portion de sous-ensemble que tu vas mettre juste à côté. Donc, tu prends une taille de sous-ensemble, tu les colles après. Donc, la fonction, elle se colle. Voilà, elle se répète. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. D'où la périodicité, c'est pour marquer la répétition. Tu as raison, cosinus, sinus sont des fonctions qui sont périodiques, mais tu peux en écrire des tonnes, hein, des fonctions périodiques. Tu as la fonction, elle fait 1 de 0 à 1, puis elle fait moins 1 de 1 à 2, voilà, puis tu la répètes. En fait, tu peux les construire, les fonctions périodiques, c'est ça qui est vraiment formidable. Tu les construis vraiment très très facilement, Alors, puisque tu as j'en juste profite à, parce que t'as juste à définir Ouais, un tout vas-y. petit peu. Donc, J'ai ouais, j'ai une petite question parce que j'ai vu ces animations que vous avez certainement vues. Alors, je vais dire un mot que je maîtrise pas du tout, transformé de Fourier, où en fait, avec des sinus et des cosinus, avec des cercles, ils arrivent à faire des dessins ultra complexes. ah On a ouais, perdu j'ai Arnold. perdu Arnold, incroyable, du coup je suis en double. C'est terrible, je deviens fibre tigre. C'est bon, il est de Non, retour. Incroyable. Ouais, pardon. Oui, avec la Ouais, transformée de j'étais en train de Fourier, parler de ouais. transformé de Fourier avec des cercles, on arrive à faire toutes les formes. Est-ce que ça, Ah, c'est des fonctions périodiques ou pas? Et alors, ouais. Là, on va le dire, même si on va pas pouvoir en parler. Ce dont tu parles, c'est même un domaine super spécifique, mais intéressant. Et ça rejoint ce qu'on disait au début, ça s'appelle de l'analyse harmonique. Et dans ce cas-là, il se trouve que les sinus et les cosinus que tu cites, tu peux aussi les manipuler comme des vecteurs. Et par exemple, la transformée de Fourier, c'est comment faire pour représenter ce que tu viens de dire, toutes les fonctions du monde, mais juste avec des sinus et des cosinus. Et c'est exactement un cas précis, ou ce qu'on disait en début d'émission, c'est-à-dire que dans ce cas-là, les fonctions, elles vont être utilisées comme des vecteurs. Alors c'est un petit peu compliqué là ce que je dis, oui, non, mais c'est super ouais, intéressant. pas vraiment. De toute façon, on parlait de fonctions linéaires hein, juste avant, mais on peut considérer l'ensemble des fonctions linéaires. On peut considérer l'espace vectoriel et du coup avoir les Oui, vecteurs. de toute façon, toutes les Considérer une polynômes, fonction c'est aussi comme. des vecteurs, Voilà, tu peux toujours faire des espaces. exactement. Donc à partir du moment où on crée des espaces avec les bonnes propriétés, on peut créer des vecteurs de tout. Et let's go. On a Mais fait un peu le c'est panorama. pas les seules fonctions. Bah, c'est exactement ce que vient de dire Ken, fibre. C'est vrai que tu peux faire toutes les fonctions quasiment avec des sinus et des cosinus, mais c'est vrai pour tout un tas de fonctions. Tu peux faire Ouais, toutes les fonctions avec des polynômes si tu te démerdes bien, etc. c'est etc. pas faux. Donc c'est pas forcément la propriété la plus unique ou la plus intéressante. Mais... On a fait un panorama des fonctions, des variables. On a parlé voilà, des différents types de fonctions.
Il y a un mot un peu barbare encore qu'on aimerait, qu'il faut qu'on a prononcé un petit peu, mais j'aimerais bien qu'on le définisse parce que il paraît que c'est important. Et Ah oui? pourquoi c'est important? Oh. C'est le mot limite. Quand il y a fonction, il y a des limites. Oh. Alors, est-ce qu'on peut en parler ou pas? Ah. Oui, c'est vrai. C'est plus que ça, mais ouais. Oui. Alors, Euh, une on peut limite, parler de Newton. on peut parler de Newton. Ouais, Non, mais Newton. c'est vraiment, c'est juste pour faire un petit peu d'histoire des maths. Donc, l'étude des fonctions continue, on va dire. Donc, celles auxquelles on pense, des trucs, tu sais, qui sont à peu près lisses, continues, pas la fonction de Weierstrass que Des tu as trucs, envie de ouais, des citer, trucs qui se tracent et qui reviennent pas sur eux-mêmes, quoi. des trucs qui sont jolis, voilà. Hmm. En fait, il y a un moment où Isaac Newton et Leibniz, enfin les deux étaient en... En Donc là, on est versus. vers 1700, je crois, vers le 18e Ouais. siècle. Euh, Ils ont pondu un truc qui est génial et qui sert encore, qui s'appelle le calcul infinitésimal. C'est le gros mot. Mais c'est la suite logique des fonctions, en fait. C'est le cap qu'on est en train de franchir, la fibre, quand tu commences à parler de limites, de continuité et de plein d'autres choses, de dérivés. C'est, et on le disait tout à l'heure, les fonctions, quand tu regardes très très près, tout ressemble à une droite, en fait. C'est ça. Tu vois, tu vas Localement, zoomer, tu zoomes, et du ça, coup, ça, si tu tu fais vois ça. ça, et que tu définis, alors c'est compliqué parce qu'il faut aussi définir une métrique, c'est-à-dire qu'il faut avoir un moyen de calculer des distances, ce qui n'est pas toujours trivial, en fait, mais bon, dans l'autre cas, ça l'est. Euh, Et du coup, une fois que, t'as des fonctions, que tu travailles sur les fonctions et que tu as défini un moyen de mesurer des distances, tu peux définir ce qu'on appelle une limite, et de manière très précise, mais pas forcément celle qu'on apprend et qui est la plus facile à retenir. Une limite, c'est un nombre tel que, peu importe le nombre que toi tu vas me donner, c'est-à-dire on va jouer à un jeu, on va prendre une fonction, tu vas me donner un nombre très petit, Ouais. et moi j'arriverai toujours à te donner un nombre en échange qui fera que on sera toujours à la distance que tu m'as donnée d'un point C'est donné. C'est super exactement ça. compliqué dit comme ça. Faut dire des upsilon, mais c'est exactement ça, Arnold. Alors on peut mettre C'est les epsilon et c'est les totalement lambda et ça. tout Ouais, le bazar, mais on a encore perdu du monde. en vrai, ce qui est chiant, c'est que la notion de limite fibre, c'est quelque chose, enfin, que la plupart des gens arrivent à comprendre. C'est un Ouais. point, globalement, que tu as l'impression que tu te diriges vers, mais tu n'atteins absolument jamais. Dit comme ça en français, c'est assez simple. Par contre, à définir mathématiquement parlant, c'est vraiment C'est de une la putain de grosse galère. merde. Vraiment, c'est vraiment de la grosse merde. Vraiment, sincèrement. Et, euh, et donc, faut partir au calcul infinitésimal, c'est-à-dire, il faut trouver ce fameux nombre, tel que, quels que soient les nombres positifs que tu peux prendre, tu peux toujours trouver un nombre qui puisse se caler entre le nombre que tu m'as donné et le nombre qui est à l'intérieur de la fonction. C'est un peu chiant. Mais visuellement parlant, c'est très simple. Une limite, c'est la plus petite valeur non atteignable par une fonction, on va dire, soit à un point critique, soit à l'infini, la plupart du temps. Les points critiques sont souvent les endroits où les fonctions ne sont pas définies, hein, d'ailleurs, hein, Fury, généralement. c'est Voilà. différent. C'est souvent ça. Voilà. Donc on définit par ça la notion dite d'asymptote, donc qui sont des droites, donc des fonctions affines, qui vont être globalement le prolongement de cette limite, c'est-à-dire le prolongement de ce à quoi la courbe va frôler jusqu'au bout. On peut parler par exemple de la vitesse de la lumière, hein, qui est une limite en soi, voilà, qui d'ailleurs est une limite qui a l'air d'être finie, hein, donc on arrête de... La lumière a cette limite-là, elle ne peut ni la Mais dépasser, par ni contre, la c'est passer. l'exemple typique où quels que soient les objets, Que tu utilises, tu peux quoi que pas tu fasses, l'atteindre. tous les objets, C'est ça. ils vont faire l'asymptote à la vitesse de la lumière. Exactement. Alors, tu dis le mot asymptote, il est un peu compliqué. En gros, asymptote, c'est Et quand on tu a viens de deviné coller, quoi. la limite, on dessine une droite et on dit allez, C'est ce que j'ai dit, ouais. c'est cette droite. Voilà, c'est ça. On va jamais Exactement. la toucher, mais petit à petit, on va être de plus en plus près, quoi. Exactement. Alors, je vais vous raconter une histoire que vous connaissez bien. Vous allez juste attendre que je la termine et après vous me direz pourquoi j'ai faux. Mais souvenez-vous, c'est le paradoxe ça s'appelle le paradoxe de Zénon. Donc en gros, alors, on est bien avant Newton et compagnie, on est chez les Grecs anciens, ils sont en train de se disputer et ils disent pourquoi Achille avait le pied léger, il allait très vite. Pourquoi Achille ne rattrapera jamais la tortue, le lièvre et la tortue, mais Achille et la tortue? Parce que la tortue, elle est partie un tout petit peu en avance, ok? Et les Grecs se disaient, mais en fait le problème, c'est que la tortue, elle avance de 1 mètre et Achille, il va plus vite. Mais en gros, Achille, il va plus vite, beaucoup plus vite que la tortue. Mais la tortue a un peu d'avance.
Donc le problème, c'est que quand Achille a avancé, on va dire, de 50 centimètres, Ouais, la tortue, elle a un tout petit peu avancé. ouais. Donc Achille va encore couvrir la distance pour Qui rattraper la lui tortue, mais sépare de la la tortue aura un tortue. tout petit peu avancé. Exactement. Et en fait, la question, c'est, comme elle avait de l'avance, même si Achille va beaucoup plus vite, il la rattrapera jamais. Et même si on devine dans la vie réelle qu'il y avait quelqu'un qui court derrière une tortue, à un moment, il la rattrape. Pourtant, quand on pose le problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'avance, ben, la tortue, elle avance lentement, mais un tout petit peu plus, je la rattrape jamais en pratique. Donc comment ça s'est réglé ça mathématiquement? Alors, sur ton problème, il Avec... suffit de bien poser le problème et puis il n'y a absolument pas de souci. Il Mais suffit maintenant. Et oui, maintenant, c'est Ça réglé. pas bien résolu à l'époque. ouais, c'est Et un c'est vrai que philosophiquement, c'est ouf parce que c'est pas si facile comme réponse quand même, hein. Hmm. Ah, je À veux dire, l'époque, le raisonnement d'un point de vue logique, il écoute. Tu dis, pour atteindre tel point, il faut d'abord que je fasse la moitié de la distance. Limiter Il la restera la moitié distance. à parcourir. Exactement. Après, je vais faire la moitié. Mais Bon. ouais. Et ouais, ouais, ouais. pas de réponse à ça. Oui, le problème est mal posé, d'accord. Ok. Bah, ouais, la Non, mais en fait, ça nous pose la question enfin, des fonctions continues et de la. Voilà. Mais vas-y, Ken, excuse-moi. En vrai, dans ce problème-là, il y a un paramètre qui est évidemment pas pris en jeu, c'est le temps. Donc tu prends en compte uniquement la distance qu'il y a à parcourir, sans prendre en compte le temps que tu dois parcourir pour faire cette distance. Évidemment, même si la tortue va toujours parcourir une certaine distance, il faut calculer le temps par rapport à la... Donc évidemment, si tu prends qu'une seule variable, qui est la variable de la distance, bah Achille ne la rattrape entre guillemets jamais. Par contre, si tu vis dans un monde où la variable de temps existe, c'est-à-dire qu'il lui faut un certain temps pour parcourir cette distance, donc tu introduis la notion de vitesse, donc la notion de dérivée, donc aussi la notion d'infinitésimale, à ce moment-là, Achille dépasse la tortue, et on peut même estimer quand est-ce que Achille va dépasser la tortue, en fonction de quand est-ce qu'il est parti par rapport à cette tortue. Voilà, c'est là ma réponse à la question. Et c'est ça, donc pour répondre, c'est ce qu'on a dit juste avant et que vient de redire Ken. Donc la réponse à ta question, ça s'appelle le calcul infinitésimal, Fibre. Donc c'est la grande avancée de Newton et Leibniz, je crois, dans 1748, je dirais. Exactement. Et en fait, c'est qu'à un moment, avant, c'était conceptuel. La dernière fois, on a parlé, on a dit comment c'était dur, en fait, conceptuellement, les chiffres négatifs. Parce qu'au début, tu comptais une pomme, tu disais, tiens, je peux pas avoir moins 3 pommes. Donc, tu vois, des trucs qui nous paraissent évidents maintenant n'étaient pas à une époque. Et l'avancée, en fait, mentale ou philosophique qui a été faite ici, c'est de se dire, tu peux additionner un nombre infini de choses, et ça sera pas forcément infini. L'exemple typique, c'est si tu additionnes 1 plus 1 demi, plus 1 tiers, Ouais. plus 1 quart, plus 1 cinquième, etc. Ça tend vers 2, je sais plus. 1 plus 1 Ça quart, fait pas l'infini. c'est 1 plus 1 tiers plus 1 quart, c'est 1 sur n, c'est ça? Ouais, je m'en souviens. La somme des 1 sur n? Non, la somme des 1 sur n, ça tend vers l'infini. Donc la somme des 1 sur n est l'infini, mais la somme des 1 sur n carré. Donc Somme des 1 sur n carré, c'est pi carré sur 6, mais oui. Ouais, c'est un truc bizarre. C'est ça, ouais. Je Mais- sais plus laquelle qui tend vers 2, mais la somme des moitiés, 1 plus 1 demi plus 1 quart. Ah, la somme des moitiés, ouais, plus un- peut-être la somme des moitiés, ouais, c'est ça. Merci le moins Voilà, casse pour le c'est 1 reste. sur 2 exposant n, ça tend vers 2. Ouais, voilà, ça, je crois que c'est ça. Désolé à tous les gens qui viennent d'arriver, qui nous voient parler de maths, mais bon, merci beaucoup. Ah, mais bref, ouais, là, le concept important et qui va donner ensuite donc la continuité, les limites, les dérivées et les intégrales, c'est le calcul infinitésimal et c'est de dire, ok, en fait, même si j'additionne une infinité de choses, T'es qui pas... elles sont de plus en plus petites, Ouais. eh ben ça fait pas forcément un infini. Et ça permet. Mais fibre, ça permet de faire des tas de trucs. Hein, ça. Tu me parlais Ouais, tu me parlais c'est de une limite. avancée. Moi, je te parlais à la limite. C'est quand tu fais du calcul infinitésimal sur les points problématiques. Toi, Fibre, t'es pas quelqu'un de problématique. Si on fait du calcul infinitésimal sur toi, t'es pas problématique. Toi, tu vas être ce que l'on appelle une tangente. Si tu fais du calcul infinitésimal sur des points qui ne sont pas problématiques, tu vas aussi obtenir des droites, mais qui vont parfaitement frôler la courbe comme ça. Et c'est ce qu'on appelle des tangentes à la courbe. Ces tangentes, elles vont définir un ensemble d'ailleurs sur la courbe qu'on va appeler les dérivées, qui vont permettre des choses super bien, comme par exemple calculer la vitesse de croissance d'une courbe, par exemple. Tu vois, donc tu imagines bien que plus la tangente est haute, plus tu as l'impression que cette courbe, elle croît vachement vite, tu vois. Donc on a cette notion de Il y a vitesse des bonnes qui est remarques là dans la thèse. là-dessus. Ouais. Ouais. Donc le calcul infinitésimal, c'est ouf, ça relie la notion de continuité à la notion de dérivabilité, à la notion de tout un tas de trucs qui eh bien, vont être vachement utiles à partir du moment où on regarde des courbes, et on regarde beaucoup de courbes
nous les humains. Et des courbes Alors, continues et smooth et des jolies courbes parce que Ouais. t'as bah pas justement, de je, merde. je voulais en parler parce que tout à l'heure, je vous ai dit, si j'ai un sac de farine, je vais avoir 20 crêpes ou 10 crêpes. Mais j'ai pas 1,1 sac de farine. Vous voyez, j'ai un sac de farine, deux sacs de farine. Ouais, Mais tout à l'heure, Ken, tu as parlé de la fonction continue. ouais, Et la fonction, les fonctions continues, donc ce mot continu, il est particulier parce qu'il n'est pas trop dans la réalité. c'est vrai, Non, c'est ça ou... c'est vrai, Et c'est Je- pareil, c'est hyper dur à définir la c'est vrai. continuité. Mais il va falloir C'est, le faire. je me Donc, souviens, Alors, on peut ouais. je me souviens que c'est une question que j'avais posée à mon prof de terminale. Parce qu'en terminale, on commençait, tu vois, à parler de ce qu'on appelait les ensembles de définitions. Donc, il était obsédé Ah par bon? ça, mon professeur de terminale, c'est dire, quand tu as une fonction, qu'on te présente une fonction en mathématiques, en terminale ou en première ou n'importe quoi, avant même de travailler avec celle-là, il faut savoir si cet objet existe. C'est la première chose à faire. Tu vas pas travailler avec un objet qui n'existe pas, fibre. C'est de la perte de temps. On revient sur les faux problèmes. Et pour travailler un sur... objet, une pomme existe? Bah, une pomme existe, oui, mais une pomme, c'est un élément. Maintenant, est-ce que un objet qui Parce que moins transforme... 3 pommes, Est-ce ça qu'un existe. objet qui transforme une pomme en or existe? Fibre. Ouais. Voilà, Je crois pas exactement. encore. Tu m'as compris. Voilà, c'est exactement, tu m'as compris. Donc, il faut déjà vérifier l'existence de ça. Et pour ça, il faut faire l'ensemble de définitions. Et parfois, il y a des fonctions. L'ensemble de définitions, c'est pas partout. Donc, il faut d'abord la définir sur l'ensemble de définitions. Et après, tu me dis, bah, en terminale, on dit, bon, tu vois, cette fonction-là, entre guillemets, elle est continue parce que la fonction que tu connais là, elle est continue, que c'est une composée de fonctions continues, etc., etc. Et tu remontes la liste et tu dis, mais monsieur, vous m'avez pas dit c'était quoi une fonction continue. Et là, le prof, il pose ses deux mains sur la table. Il fait alors écoute, mon petit Yoann Verdier, t'es bien gentil, mais tu vas fermer ta gueule. Il m'a répondu à un truc qui est très très rigolo. Hein. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un angle? Et là, j'ai Oh, mais oui, réfléchi. c'est les coins d'un triangle. Ouais, c'est dur à définir Voilà, aussi. et là, je me suis dit, ouais, c'est l'écart entre deux droites, machin. Ouais, mais ça, mathématiquement, ça veut rien dire, ta merde. Là, l'écart entre deux droites, ça veut dire quoi? C'est pas défini, ça, mathématiquement, ça. C'est quoi un angle? Voilà. Et je me suis rendu compte que toute ma vie, je travaillais avec des objets mathématiques que j'avais pas vraiment définis. Et en fait, à partir du moment où les objets sont pas définis, comment tu veux savoir si ça existe vraiment? C'est assez bizarre. Bon, le fait est qu'un angle, c'est un objet un peu compliqué, je vais pas vous faire le truc. Mais c'est pareil pour le continu. C'est exactement la même chose pour le continu. C'est un objet très compliqué à définir et qui tient l'infinitésimal. Pour définir une fonction continue, il faut la définir en tout micro-point de chaque élément dans chaque endroit de la courbe. En gros, faut pas nous on dira faut pas qu'il y ait de trou, faut pouvoir la tracer sans lever sans lever le stylo, tu vois. Ça, tu vas dire c'est une fonction continue, je l'ai tracée sans lever le stylo. Mais ça, mathématiquement, ça n'a aucune valeur. On peut pas travailler avec ça. Tu peux travailler philosophiquement, mais tu peux pas travailler mathématiquement. Donc en fait, pour définir une fonction continue, il faut le travail infinitésimal de Leibniz et de Newton. Sinon, on n'a pas de définition réelle de cette continuité. Et ça, c'est un peu chiant. Ouais. Voilà. Pourquoi c'est si compliqué, des trucs aussi la simples? définition, dans la plupart des livres d'analyse, la définition d'une fonction continue, c'est à la 300e page, un truc comme ça, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'on peut quand même dire que la fonction continue... En fait, moi j'ai parlé de moi, je reprends mon sac de farine. J'ai un sac de farine, ça fait 10 crêpes. Ouais. J'ai deux sacs de farine, ça fait 20 crêpes. Donc Trop on bien. a la fonction, on commence à la tracer. Et en fait, si je devais tracer l'existence de mes sacs de farine, je mettrais un sac, deux sacs, tu vois, sur le graphique. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui m'empêche de relier les points et de faire une droite? Alors, Ah, peut-être qu'il y a, à partir du moment où tu dis que les sacs de farine, c'est des ensembles de micro-grains de farine. de blé écrasé, Ouais, peut-être que si tu divises tu peux diviser un sac de farine en deux, ça c'est bon. totalement. En 4, en 10, en 20, je Aucun pense que tu problème. vas y arriver. Ouais, ouais. Mais peut-être qu'en 1 milliard, tu vas pas y arriver parce que Tu vas être limité par le nombre tu de vas te grammes de retrouver farine. à avoir les micro-grains de blé. Alors tu vas dire, ouais, bah, je le coupe en deux. Mais Peut-être après, que l'univers il est continu ou il est discret, j'en sais rien. tu mais, vas être limité par la taille de l'atome, fibre. Au bout d'un- Ou alors tu vas provoquer une explosion nucléaire, quoi, si tu splits. Ouais, c'est clairement un ensemble discret sur lequel tu travailles à la base, d'accord? Et même si tu le subdivises, ça reste un ensemble discret. Et c'est ça le problème Et du coup, de la continuité, c'est qu'il n'existe pas d'ensemble de la vraie vie tangible qui est réellement continu. Il n'y a pas d'ensemble tangible oui, il n'y a continu. rien de continu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et du Rien de coup, continu? Non, Peut-être de l'espace, mais non, tangible, je vois non, pas. bien sûr. Tu peux créer des objets mathématiques continus, il n'y a pas de problème. Mais physique,
peut-être même le dépassement de la lumière. Mais Même, je si suis même j'ai pas un, sûr. si j'ai un rail de train, et toi, t'es à Paris, moi, je suis à Marseille. Non, Ouais. il y a de Rail qui nous l'espace relie. entre les Ouais, ouais, molécules de ouais, fer, tu le tu vois. définis comment? Mais bien sûr, tu peux conceptualiser, tu peux modéliser ça comme quelque chose de continu. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu reviens à l'infinitésimal, donc ce que je t'expliquais, comment on définit le continu, c'est l'infinitésimal. À ce moment-là, de toute façon, en physique, dès que tu parles d'infinitésimal, tu parles de choses très très petites, donc tu parles de choses quantiques, on parle de choses qui sont à la fois là et pas là, avec une certaine forme de probabilité. Donc c'est compliqué, d'accord? Mais c'est facile de conceptualiser le continu. Par contre, en termes d'objets de la vie réelle, ça va être compliqué. Regarde, par exemple, je regarde mon écran. Tu es magnifique, Fibrotique, sur mon écran. Cet écran, il est composé de pixels. Ces pixels, je n'arrive pas à voir l'écart de ces pixels. Pour moi, tu es parfaitement continu. Tu es un objet entier, complet. Je peux te modéliser en tant qu'une image de fibre tigre qui apparaît ici, totalement continue, sans aucune imperfection de la peau. Mais réellement, si je me rapproche ici de mon écran, eh bien, je suis désolé, tu commences à te dispatcher en milliards de pixels qui font de toi peut-être autre chose de ce que tu es vraiment. C'est Et terrible. pour résoudre des problèmes de la vie réelle, est-ce qu'on a besoin des fonctions continues alors? Tout le temps. Ah, d'accord. Bah, non, mais en Alors que même ça n'existe temps, pas dans le réel, c'est ça? Pendant une demi-heure, vous m'avez dit, mais attendez, les fonctions continues, le continu, ça n'existe pas dans le réel. Parce que, Oublie fibre. Et là, vous me dites, ouais, on a besoin tout le temps des fonctions continues, parce c'est que ce ça? sont des c'est modèles. parce que c'est plus. Tu modélises. Voilà. Comme ça, tu peux travailler C'est-à-dire, avec. si on reprend notre exemple de balistique, imagine que tu es le mec qui a mis la flotte en feu là en Grèce il y a longtemps. Mais bref, un mec, un scientifique qui était payé par un roi pour balancer des boulets enflammés. Tu as deux possibilités. Soit, peut-être qu'il ne le formalisait pas à l'époque, mais tu considères que la trajectoire du boulet, elle est continue, Yes. Mhm. et c'est quand même plus facile. Soit tu veux être précis, comme vient de l'être Ken, et tu dis, ah, en fait, non, parce qu'il y a des atomes, et il va avancer de 1 angstrom. Alors, l'angstrom n'existait pas, mais il va avancer d'abord de 10 puissance moins 9 mètres. Donc, c'est la distance entre les molécules d'air. Et du coup, c'est quand même plus facile de dire, OK, la position d'un boulet, c'est Clairement. un nombre qui varie de manière continue. C'est-à-dire C'est qu'après ça. 1,889, il y a C'est ça. 1,890. Et c'est un modèle. C'est-à-dire que c'est peut-être pas la réalité, mais en science, tu fais rarement, pas, autant que possible, tu te préoccupes pas de la réalité parce que sinon, tu construis rien en fait. Donc, les fonctions continues, c'est un raccourci scientifique et mathématique, pratique pour modéliser le monde. Mais comme tous les modèles, il est sans doute pas vrai en fait. Enfin, il correspond pas exactement à la réalité, quoi. Exemple typique, quand D'accord. tu vas faire une expérience, quel que soit, tu es avec ton personnage de Elden Ring, là, tu fais des expériences. Tu veux savoir, mais bon sang, si j'ai 255 d'attaque, combien je fais beaucoup plus mal que quand j'avais 100 d'attaque? Donc tu le sais pas, tu n'es pas programmeur de Elden Ring, d'accord? Donc tu vas aller taper le mob qui a une défense donnée à 100 points d'attaque. Ensuite, tu vas aller retaper le mob à 200 points d'attaque. Je rigole, mais c'est ce que j'ai fait avec Pokémon, avec la stat de Ouais, vitesse, là récemment, ça veut rien dire. je l'ai fait sur Diablo pour essayer de comprendre le modèle, j'ai pas Voilà, réussi. exactement. Et ensuite, tu vas rentrer tes variables, tu vas dire, voilà, à tel point, à tel stade de force, je fais tel de dégâts. Et tu vas tracer ces points, tu vas avoir un nuage de points, et tu vas essayer de te dire, bon, j'ai assez de points, je vais relier mes points, qu'est-ce que ça fait? Et là, tu vas Ouais. regarder souvent une courbe, et cette courbe qui n'existe pas, puisque tu peux pas avoir 155,2 points de force, tu vois ce que je veux dire? Mais Ouais. cette courbe va te donner une idée de l'évolution des dégâts par rapport à ta force. Tu vas pouvoir en déduire si elle est logarithmique, exponentielle, linéaire, quadratique, etc., etc., etc. Tu la modélises. Et en fait, tu passes du discret au continu par un modèle de pensée et par l'aide ensuite de tout ce que l'on connaît sur ces fonctions, parce qu'ensuite tu vas pouvoir en faire plein de choses de ces fonctions, tu vas calculer la vitesse de croissance, le truc, les tangentes, les asymptotes, les machins, les trucs, et tu vas pouvoir travailler tout ce modèle, alors que toi tu n'as fait que des expériences avec un nuage de points. Bah, ça en science, c'est un des trucs les plus utilisés, parce qu'on ne peut faire que des expériences discrètes en fait, de la vie réelle. On ne peut pas faire d'expériences continues, très très peu. Voilà. Et c'est ouf ce que tu dis. Enfin, c'est vraiment la base de toute démarche scientifique. Mais c'est un concept hyper puissant, Fibre. Regarde, parce que concrètement, en termes d'expérience, imagine toutes les expériences du monde, c'est ça en fait. C'est tu fais des tableaux de chiffres. Je sais pas, tu vas relever la position de Mercure dans le ciel, tu vas relever le petit chien qui passe en bas de chez toi, à quelle heure il passe et tout.
Donc, dans le monde réel, on a juste des tableaux de chiffres et ça va être des trucs hyper concrets, genre 4,189, machin. Et à un moment, la puissance du cerveau humain, c'est de prendre ces milliers, ces millions, tous ces chiffres et de trouver une formule mathématique hyper courte, genre A en fait, f de x. Donc, j'essaie de modéliser les dégâts que je fais à Elden Ring, la position de Mercure dans le ciel. Tu as des millions de chiffres et le cerveau humain il dit A en fait, je peux faire en 6 symboles, c'est f de x égale x carré. Et le temps que tu gagnes est énorme. Les mathématiques, c'est Et vraiment. c'est une attraction. Vas-y, pardon. Pour moi, ça s'appelle la science des feignants, hein. Les fonctions, c'est un truc de feignant. C'est pour éviter d'avoir à toujours faire le calcul. Ça donne une formule magique, un algorithme. C'est bien. Qui donne C'est parfait que tu es dit feignant parce que enfin, même si l'émission avance, il faut pas qu'elle dure des heures, il faut qu'on aborde un sujet important. Ça fait un peu peur. C'est un truc, moi, que je crois que j'ai appris en première et qui est hyper important. C'est l'essentiel de l'analyse. C'est quoi une dérivée? Ce mot dérivée, ça veut dire quoi? Quand on a une fonction, on a une dérivée. Enfin, pas toujours, mais donc, tu te souviens de ce que j'ai dit, en général. Tu te souviens de ce que j'ai dit, Fibre, sur les tangentes, d'accord? Non, on n'en a pas trop parlé. On a parlé bon. des asymptotes, mais pas trop les tangentes. Ok, bon. La dérivée, c'est la fonction qui, en tout point d'entrée, donne le coefficient de la tangente à la courbe. Donc, la dérivée est une fonction. Pense à les gens qui nous écoutent, ils comprennent rien, il n'y a pas un mot qui est compréhensible. C'est la définition la plus simple que je peux te donner de la dérivée, c'est ça. Sinon, c'est plus compliqué, Fibre. Okay. Tu fais chier. Et de combien ça augmente aussi Non, attends, essayons. Je sais pas si c'est plus simple. On peut faire un dessin. On peut dire voilà, il y a une courbe, elle fait, enfin une fonction, elle fait ça. Tu vois, voilà. Exactement. Mais déjà, on a dit, tu sais que toutes les fonctions, si tu les regardais d'assez près, c'était une droite. Ok. Donc reprends ta courbe qui fait des petites courbes là. Puis tu zoomes. Et à un moment, tu vas voir une droite. Je suis désolé, Arnold, mais toutes les fonctions, si tu les regardes d'assez près, c'est une droite. Il y a un mec qui nous écoute là. Il va voir son prof de maths. Il lui dit ça, il lui donne 2 claques, le prof de maths. Non, je suis même pas sûr. Il aura raison. La plupart des fonctions qu'on aime bien, les fonctions. Je suis même pas sûr. Sors mon iPad, je devrais sortir mon iPad. Je suis même pas sûr. Ouais, c'est clair, il y a tout le monde. Ouais, non. Mais bon, disons les fonctions qu'on a évoquées aujourd'hui, les x carrés, les exponentielles, les sinus. À chaque fois, si tu zoomes suffisamment, au bout d'un moment, tu vas avoir une droite. Ouais. Mais elle va pas être orientée pareil. C'est-à-dire, si tu zoomes sur le sommet du cosinus, là où ça fait comme ça, tu vas avoir une droite toute plate, bien horizontale. Si tu zoomes là où elle croise la barre des abscisses, tu vas avoir une droite avec un angle à 45 degrés, justement, de 2 tiers, mais bref. Donc en gros, j'ai la pente de la courbe. Exactement, c'est ça. Le coefficient de la tangente égale la pente. Ça, par contre, c'est du niveau collège. Hein. Le coefficient de la tangente égale la pente. T'exagères hein, quand même. Un Fibre tigre. Non, juste pour que vous visualises. T'as ta courbe. Prends 2 points qui sont distincts de la courbe. Tu traces une droite entre ces 2 points. Tu sais que entre 2 points ça fait un arc un peu. Un arc ouais, c'est ça. Ça fait un arc. Exactement. Et maintenant, tu rapproches ces points. Et tu fais varier. Tu gardes la droite, tu fais varier la droite. La dérivée, bravo. Exactement. Quand les points vont se toucher, tu vas avoir une droite. Et cette droite, juste ça, sa pente, ça va être la dérivée. Voilà, en ce point. Ça sert à quoi? Ça sert à calculer les vitesses de croissance et même les positions de croissance des courbes, essentiellement. Voilà. Donc plus on peut avoir une dérivée. Pardon? Et on peut avoir une dérivée de dérivée? On peut avoir une dérivée, c'est pas la dérivée seconde, tu peux dériver même plusieurs fois. À partir du moment, Par exemple, ça te dit, si tu fais tourner une fronde, avec une fronde là, tu fais tourner une ficelle, si tu la lâches, la dérivée va te dire dans quelle direction elle part. C'est vrai ça. Si tu fais comme ça avec ta fronde, la dérivée, c'est dans quel sens elle va continuer au moment où tu vas la lâcher. Quoi. À peu près, ça. Encore une fois. Et du coup, ça marche aussi avec les satellites, les météorites et tout le bordel. Mais l'inverse de la dérivée, l'antidérivée, ça existe ou pas? L'antidérivée. J'ai une courbe et en fait, je voudrais savoir, c'est la pente de quelle autre courbe? Exactement, ça s'appelle la primitive. On peut le faire à l'infini ou pas? Alors. Là, c'est une question compliquée là. Ouais. Alors, ce qui est autant bien. Les dérivées, je suis bien, autant les primitives et les intégrales. Ah non, quoi que c'est une exponentielle, on sait pas, mais. Bon, là, comme on est dans le continu, ce qui est bien avec les dérivées, c'est que généralement, toutes les fonctions continues vont avoir leur dérivée. Tu le vois super bien avec l'image des points qui se rapprochent sur la courbe, tu vois. Des formules faciles, génériques, voilà. Du coup, souvent la dérivée d'une fonction continue, c'est aussi une fonction continue. Et du coup,
voilà, on peut par récurrence répéter ça. Du coup, la dérivée, elle est dérivable. Du coup, la dérivée de la dérivée, elle est dérivable. Bon, voilà ça. Par contre, quand tu vas à l'inverse, quand tu essaies de repartir en avant, Ouais, le problème, c'est que c'est un problème d'unicité, Fibre. Lorsque tu retournes en arrière, il n'existe pas qu'une seule fonction unique dont la dérivée va donner la fonction que tu cherches. Et en fait, ce problème d'unicité fait que tu vas avoir tout un ensemble de trucs, d'objets qui peuvent parfois être un peu bizarres, qui peuvent te donner accès au résultat qui donnerait ta courbe une fois dérivée. Et ce problème-là fait que la primitive est un problème plus compliqué que la dérivée en elle-même. Mais la primitive, c'est le problème du rétro-engineering. Tu vois, Fibre, tu as tout un paramètre de sortie. Ah merde, on a reperdu Arnold. Encore perdu, mais il va revenir, j'imagine. Tu as tous des paramètres de sortie, tu les as, les paramètres de sortie, donc tu vois ta courbe, c'est toute ta sortie. Et tu veux essayer de savoir voilà, quel type de fonction a donné une courbe pareille juste avant. Et ça, malheureusement, bah, c'est pas tout le temps les mêmes fonctions. C'est un peu chiant. Mais ça se trouve quand même. Et c'est même très utile. Même trop utile. Des fois, de temps en temps. En attendant que... je suis revenu dans le Arnold, call. t'as toujours pas ta cam, donc il va falloir la remettre. Il y a un truc, c'est que... est-ce que tu peux nous dire le lien, cher Arnold ou cher Ken, est-ce que tu peux dire le lien entre la distance, la vitesse et l'accélération? Je te laisse Arnold, hein, si tu veux. Mais... Ah bah moi je vous le dis. Hein, si Ouais, vous- bah là, avec tout ce qu'on vient. Non, mais je réfléchissais parce que il y a différentes manières de le faire et c'est intéressant. C'est vrai. Enfin, le moyen le plus connu, on vient de l'évoquer, c'est que tout ça, il y en a qui sont la dérivée des autres, quoi. Et c'est assez intuitif finalement. La distance à laquelle tu vas, c'est autant de fois la vitesse que tu auras eue. C'est-à-dire, alors on va prendre les infinitésimaux, tu vois, on se demande est-ce que continu, est-ce que intégral et tout. On va réfléchir en discret. Pardon, est-ce que continu, est-ce qu'indiscret. On est des petits humains du XVIIIe siècle, comme Newton. Ouais. On n'aime pas trop le continu, on ne sait pas ce que c'est. Ça, c'est vrai, c'est On va bizarre. prendre du discret, mais très petit, quoi. Ouais. En fait, quand tu te déplaces, bah d'ailleurs, nous, humains, quand on marche pas vraiment de manière continue, on fait des pas. Tu fais un pas d'un mètre, un pas d'un autre mètre. Tu voilà, n'avances ça. pas comme un overboard, comme ça, petit truc. C'est vrai. Et donc, la distance que tu vas parcourir, c'est la somme des micro-distances que tu vas faire, ok? Alors, je me suis trompé, j'ai dit dérivée, il aurait fallu dire intégrale, mais on va voir pourquoi. Mais je vois, oui, Donc, je vois ce que tu tu marches, veux dire. tu suis un petit trajet sur le sol du parc. Pas exactement en ligne droite, si tu veux, tu pars un petit peu à gauche et tout. Et donc, la distance totale que tu as parcourue, ça va être tous ces micro-pas que tu as fait. Donc, peut-être que là, tu vas faire 80 cm vers l'est, 1 cm vers le nord, après 75 cm vers l'est, etc., etc. Donc, au final, la distance parcourue, ça sera la somme de tous ces petits pas. Donc là, c'est facile, on reste dans le discret. Et maintenant qu'on parle de fonction continue et tout, on appelle ça l'intégrale, quoi. C'est une variation de la somme, en fait, où plus tu raccourcis de plus en plus tes pas, quoi. Au point qu'ils deviennent infinitésimaux. C'est-à-dire que mathématiquement, ils sont plus petits que tout ce que tu peux imaginer, mais pas égal à 0. C'est ça. Ouais, Non, mais c'est vrai, c'est ça. et tu peux les additionner, et t'en additionnes. C'est comme si tu faisais une infinité de micro-pas, quoi. Donc là, première réponse à ta question, la distance parcourue, c'est l'intégrale de ta vitesse. C'est exactement ça. Ouais, Je me suis pas gouré. à une constante près, mais oui, c'est ça. Ah non, c'est Ouais, la plus dérivée. plus là où tu étais au début. Ouais. C'est la dérivée, mon gars, non? Ouais, et Non, du coup, voilà, c'est- la distance, c'est bien l'intégrale de ta vitesse. Il a raison, à une constante près par rapport à là où t'es parti. Ok. Par contre, effectivement, du coup, la vitesse à laquelle tu te déplaces, c'est-à-dire le nombre de pas que tu fais par seconde, C'est la dérivée c'est de la l'accélération. dérivée de ta distance parcourue. Bon, là, c'est un petit peu plus dur à conceptualiser comme on l'a fait, quoi. Ouais. Et l'accélération, alors? Et l'accélération, ça va être globalement la dérivée de la vitesse. C'est-à-dire que c'est... C'est Est-ce que d'un pas à l'autre, tu accélères, tu te mets à courir? ouais. Globalement, c'est la distance par rapport au temps, c'est la vitesse, d'accord? Donc à quelle vitesse est-ce que tu vas? L'accélération, c'est la vitesse par rapport au temps, globalement. C'est globalement
combien de vitesse est-ce que tu gagnes, combien il y a de croissance ou de décroissance de vitesse dans ton déplacement. Ça va symboliser l'accélération. Mais ça peut se voir. T'entends, je parle de croissance et de décroissance. La vitesse, c'est la croissance ou la décroissance de ta position. Tu es d'accord? C'est ça, tu te déplaces dans le temps. Si tu te déplaces rapidement, tu vas avoir une position qui va vraiment varier dans le temps. Si tu te déplaces lentement... pas de 1,50 m par exemple. Quoi. Exactement. Si tu te déplaces lentement, tu vas avoir une position qui va varier assez peu. Donc tu vas avoir globalement la tangente à ta courbe, donc la fameuse tangente, qui va être de plus en plus grosse. La tangente, on avait parlé que c'était bien la dérivée. Donc plus le coefficient de la dérivée est haute, plus ta vitesse elle est élevée. Donc on a bien la dérivée qui va correspondre à la vitesse de ton déplacement. Et l'accélération, c'est la même chose, mais pour la vitesse. Donc t'imagines, tu traces plus maintenant la courbe de ta position, tu traces la courbe de ta vitesse par rapport au temps, c'est-à-dire, je sais pas, une Formule 1 en début de virage, elle est à 100 km/h, ok, au début du virage, ok, à la moitié de la ligne droite, c'est-à-dire au bout de 500 mètres, elle est à 200 km/h, tu vas pouvoir calculer de combien est-ce qu'elle a accéléré durant cette période. Donc c'est vraiment la vitesse divisée par le temps. Mais l'intérêt de la dérivée du coup seconde, c'est qu'on l'a en tout point, à tout moment, et même à des moments très courts. C'est-à-dire que tu peux savoir à un point donné, voilà, là l'accélération de cet objet, il est à ce moment donné de temps. Et c'est ça qui est assez intéressant. Voilà. Ça me permettait de donner, on va dire, un intérêt au mot dérivé, c'est quand on t'oblige à faire des dérivés, voilà. Sachant que on l'a pas dit là et c'est pas notre métier, c'est quelque chose qu'on apprend quasiment durant toute une année. Mais quand on a une fonction, on peut appliquer des méthodes pour trouver la dérivée et la primitive. Voilà. Tout à fait. Mais ouais. Je ne saurais plus en faire. J'ai dérivé x2, mais bon, voilà, c'est tout. Mais encore, l'exemple le plus, enfin, c'est que pour moi, mais un exemple d'usage le plus important, c'est sans doute aller sur la Lune, quoi. C'est-à-dire où, comment elle s'appelle la société de SpaceX là, tu sais, où ils essaient de faire reposer les fusées. Ouais. On va pas parler du son de PDG, c'est pas le sujet, mais où ils essaient de faire reposer les fusées sur une barge, d'avoir des lanceurs réutilisables. Là, les mecs, je pense, et les meufs qui travaillent là-dedans, elles font que faire des dérivés, des intégrales toute la journée. Tout le temps. Typiquement, l'accélération, c'est la quantité de gaz que tu vas foutre au cul de la fusée, le feu qui sort. C'est vrai. Donc la variation de vitesse de la fusée va être proportionnelle. Proportionnelle à sa dérivée du coup. Ouais. La dérivée à la quantité d'énergie, donc à la quantité de gaz qui sont consommés. Donc elle va accélérer d'autant plus vite que tu balances du gaz au cul de la fusée. Exactement. Du coup, tu vas être rapide de plus en plus vite. C'est-à-dire que, comme l'exemple de la Formule 1 de Ken, soit tu vas mettre 10 minutes pour atteindre les 200 km/h, enfin les 11 km par seconde nécessaires, soit tu vas mettre 2 minutes. Dans un cas, tu auras une faible accélération, dans l'autre cas, une forte accélération. Et du coup, plus vite tu atteins ta vitesse de libération, plus loin tu vas aller ensuite. Et là, tu auras les formules qui vont te dire exactement à partir du nombre de fuel que tu crames par minute, jusqu'à quelle distance que tu iras. Je veux dire, les fusées, c'est vraiment le truc le plus con du monde, quoi. C'est vraiment tu crames du fuel, ça sort par l'arrière, c'est ça. Et tu finis sur la Lune. Voilà. Le seul problème de ces calculs-là dans les fusées, c'est que tu pars, tu as une densité atmosphérique qui est de, je sais plus, c'est 1000 pascal, un truc comme ça. Un pascal. Voilà, un pascal. Et ensuite, tu montes, tu crames du fuel, malheureusement, la densité, elle diminue, puis tu commences à rentrer dans plusieurs couches, la densité diminue, puis tu sors de l'atmosphère et là, tu n'as plus de densité, et du coup, tu es dans le vide, et du coup, c'est pas du tout les mêmes quantités d'énergie qu'il faut pour déplacer le truc. Parce que tu as cramé du fuel. Exactement. Et en plus, la masse varie. Quel enfer du cul. C'est pas si facile, mais c'est des fonctions quadratiques, des dérivées, des intégrales. Et en théorie, alors même si c'est pas tout à fait vrai, mais bref, les dérivées, les intégrales, je te donne les positions de toutes les planètes dans le système solaire et de toutes les fusées, toutes les météorites, et tu peux calculer leur position dans 10 000 ans, quoi. D'ailleurs, il y a des jeux vidéo ou des simulateurs d'espace qui le font, mais pour envoyer une fusée, pour l'anecdote, il faut utiliser des calculs qui montent dans plusieurs dimensions. C'est-à-dire qu'on va calculer en dimension 5 et après ça s'effondre et ça revient à nouveau en dimension 3. Mais voilà, c'est un peu comme quand il y a des calculs avec des nombres complexes. Il faut quitter Kerbal Space Program et Universe Sandbox. Exactement. Juste avant que tu termines, Fibre, cette notion de vitesse et d'accélération, on peut le voir avec des objets en mouvement.
on peut les voir aussi avec n'importe quel phénomène de déplacement ou n'importe quelle courbe, hein. On peut très vite Ouais, c'est vrai comprendre que que l'économie, si on te dit que l'économie est croissante, d'accord, il n'y a pas de mouvement d'économie à proprement parler. Mais tu peux, à l'inflation, typiquement, exactement, tu peux mesurer la vitesse peut-être à laquelle l'argent devient de moins en moins cher. Donc tu peux mesurer avec quelle accélération, tu peux définir ce concept même, avec quelle accélération, eh bien l'inflation augmente. Voilà. Donc et c'est pas des objets en mouvement. Ça fonctionne avec tout parce que c'est vraiment lié directement, eh bien, à la croissance des courbes de base d'augmentation du prix ou de diminution plutôt là pour le coup, de la valeur de l'argent. Donc tu vois, d'objets physiques tangibles, tu peux très vite définir avec des notions de dérivés et avec les notions d'intégrale, en passant par le calcul continu et des modèles, des notions de vitesse, des notions d'accélération, et du coup anticiper d'autres types peut-être de choses ou de catastrophes économiques à venir. ça fait une bonne boucle avec ton introduction de début d'émission, Fib, c'est que les intégrales, c'est ce qui va te permettre de dire où tu en seras dans 20 ans, dans 30 ans. C'est ce qui Ouais. permet de faire des prédictions sur le futur sans se taper toutes les étapes, en fait, quoi. Ouais. Je voudrais qu'on termine, on a bien avancé, mais qu'on termine un tout petit peu sur un sujet qui est, je pourrais appeler ça pour rendre ça sexy, les fonctions marrantes ou les fonctions Je crois que amusantes. Hilbert les appelait Il y a monstrueuses des sur le fonctions Graal. vraiment très étranges. Donc on peut parler de Weierstrass. Je sais pas si vous connaissez la fonction de Pinot, je sais pas comment on dit. Pinot, ouais. Fonction de Ouais. Pinot. Voilà. Euh, est-ce que vous voulez, est-ce que quelqu'un Je veut crois que parler d'une fonction qu'il aime bien, voilà. j'avais partagé l'article avec toi, mais c'est un article de la fin du 19e où Hilbert, il les appelait littéralement les fonctions monstrueuses. Ouais, Il monstrueuse. avait Ouais. fait un article en mode outré, genre, mais qui traite ça? Ça n'existe pas, on s'en fout. Et il parlait pas de la fonction de Weierstrass, il parlait de la fonction de Les Pinot, je fractales crois, sont des d'ailleurs. fonctions, non, sauf erreur de ma part. Ouais. C'est Est-ce que c'est des fonctions? C'est la limite, les fractales d'une série. Non, c'est mal défini. Tu peux pas dire les fractales, c'est une fonction, il faut Si, être parce plus qu'il y a des précis. fonctions enfin, il y a des fonctions fractales, tu vois, il y a des fonctions linéaires sur un graphe en 2D, tu vois. Ah, Pas les trucs qui se recoupent, mais Ouais, Ouais, mais pour calculer un fractal, faut itérer une série, il faut faire une somme infinie. Donc, bon. je sais pas. Bon, ça, c'est de la Euh, philosophie, on s'en fout. Mais Est-ce que vous avez une petite fonction sympa, une ou Bon, deux, la fonction du problème du millénaire, hein, la fonction zeta de Riemann, ça c'est vraiment une fonction qui est super intéressante celle-là. Alors ouais, alors elle est en plusieurs dimensions, donc je crois qu'elle est colorée, c'est ça, pour qu'on puisse voir ouais. devant, derrière, tout ça. Oh, ouais. Il y a Ouais, sur c'est pour ça, c'est quand tu te retrouves avec des fonctions de nombres complexes, puisque c'est possible aussi, Ouais. même si généralement pour faire une représentation graphique, bah tu fais un plan en 2D là, une espèce de courbe avec les carrés, et tu représentes la partie la imaginaire fonction avec les zeta couleurs. de Riemann, si le public, si vous voulez voir, vous tapez juste zeta, Z-E-T-A, de Riemann, alors Riemann, Elle est R-I-E-M-A-N-N. pas très jolie en soi après, hein, mais Ah ouais, quand elle est bien colorée, elle est mignonne, elle est pas mal. ouais. Alors, Du tu nous coup, en parlais, enfin, tu vois un peu ce que c'est, Ken? Il y a $1 million à la clé, je crois. Ouais, c'est ça, c'est quoi qu'il faut pour réussir à prouver le petit x, enfin je sais plus c'est quoi. C'est quoi Non, le problème il du faut millénaire? prouver que les zéros Les zéros de la fonction zeta de Riemann, la voilà, c'est partie ça. réelle des zéros de la Ah fonction ouais, c'est zeta ça. Riemann sont sur une droite. Ils sont Voilà. sur une droite, voilà, c'est ça, exactement. C'est totalement ça. Mm. Ouais, égal à un moi demi. j'aurais jamais le million, mais bon, bonne chance, hein, les gars. Je crois pas que ouais, c'est pas encore résolu quoi. Ouais, bonne chance. Moi j'aime bien les fonctions. Ça a été évoqué dans le chat, mais il y a tout un tas de fonctions. Alors, étant informaticien, il y a tout un tas de fonctions qu'on sait définir, mais qu'on ne peut pas calculer. Il y a une fonction en particulier qui s'appelle la fonction de Chaitin ou oméga de Chaitin, mais peu importe. Mais c'est marrant, en informatique, tu peux définir des objets qui sont des fonctions, c'est-à-dire, tu es certain que si tu leur donnes un nombre, elles vont t'en sortir un autre, mais tu es incapable de calculer. Ou typiquement, la fonction d'arrêt de Turing, je crois, ça serait un peu compliqué, mais en gros, je te pose la question, je te donne un programme informatique, donc c'est une suite de lettres, hein, et je te demande combien de temps il va mettre à s'arrêter. Eh bien, tu es sûr qu'il y a une réponse pour chaque programme que je vais te donner, mais tu peux jamais connaître la réponse. D'accord. C'est-à-dire, il y a une réponse, mais il n'y a aucun moyen de la calculer. Moi, En j'aime gros, bien aussi, les fonctions qui sont dites non injectives. C'est des fonctions, tu leur rentres un paramètre, ils peuvent t'en sortir deux. Avec ça, tu peux faire ce qu'on appelle ouais, des cardioïdes, ouais, deux ou plus, ouais.
C'est ça. Tu peux faire des cardioïdes. Tu vois, un cardioïde, c'est une courbe en forme de cœur. Tu vois les courbes en forme de cœur, fibre. Donc voilà, Oui, voilà exactement. Bah, c'est des courbes qui reviennent Avec un un peu point sur au elles-mêmes. milieu. Normalement, une courbe, ça revient jamais sur elle-même. Parce que normalement, bah, elles sont toutes injectives, les courbes que tu traces, quoi. Mais quand tu définis des fonctions non injectives, tu peux tracer des trucs qui reviennent un peu sur eux-mêmes. Bah, un cercle, c'est une fonction qui revient un peu sur elle-même, hein, quelque part. Mais du coup, pour bien définir. Est-ce qu'un cercle a une fonction du coup? Ouais, ça c'est une bonne En fait, question. c'est un ensemble de deux fonctions. C'est la composition de deux fonctions définies sur deux ensembles différents. Tu peux définir un cercle. Mais en tout cas, oui. Mais oui, tu peux définir une fonction cercle aussi. Moi, j'aime bien les fonctions. On n'en a pas beaucoup parlé, mais les transformations. On parlait du cercle, la rotation, ok. la translation. Je sais pas, n'importe quel type de symétrie, hein, sont des fonctions. Ça va te transformer un objet en un autre objet directement. Et tu vois comment est-ce que mathématiquement ça peut être fait. Voilà, donc les similitudes, qui sont des composés de fonctions. Voilà, les fonctions composées. Donc ensuite, après, tu peux prendre deux types de fonctions et les mettre ensemble et faire agir une fonction d'abord, agir une fonction après. Et ensuite, tu essayes de faire agir l'autre fonction d'abord et la première fonction après. Tu te rends compte que ça ne te fait pas du tout le même objet, les mêmes résultats mathématiques. Qu'est-ce que c'est que ces histoires? On n'a plus de commutativité. Rien ne va plus, ma petite dame. Tout fout le camp. Il y a peut-être, Arnold, tu pourrais parler de la fonction logistique sur laquelle on a un peu travaillé, qui a une particularité. Bah ouais, putain, c'est ouf, mais ça ouvrirait une émission de 5 heures. Ouais, mais on Ah, en donc, parlera peut-être à la la prochaine émission. formule exacte, je ne l'ai pas en tête. Ça doit être quelque chose comme A sur 1 plus exponentielle de moins X, je Voilà, crois. il y a une fonction qui s'appelle la fonction logistique. Pourquoi Mais elle est importante? alors, elle se retrouve importante, je sais pas, mais pourquoi elle existe? Parce qu'elle se retrouve dans les phénomènes naturels avec plusieurs acteurs et des proies et des prédateurs, typiquement. Et Ouais. dans une forêt, tu as des renards et des lapins. S'il y a trop de renards, ils bouffent les lapins. Et s'il n'y a plus de lapins, les renards, ils commencent à mourir. Du coup, les lapins commencent à se reproduire. Et Ah. en fait, ce phénomène naturel, tu te retrouves dans plein de trucs où tu as des prédateurs qui s'attaquent à une proie. Donc, petit à petit, il y a de plus en plus de prédateurs, par exemple, parce qu'il faut bien bouffer. Et au fur et à mesure que les ressources s'amenuisent, du coup, il y a de moins de prédateurs. Donc, ça fait une espèce de truc qui monte en exponentiel. Et puis qui, tout d'un coup, va atteindre un palier en exponentielle inverse, du coup. Pas en logarithme, mais en e de moins x. Et ce qui est marrant, donc c'est une fonction que tu retrouves facilement, qui n'est pas très compliquée. Elle est super intéressante parce que c'est elle qui a donné naissance à la théorie du chaos, donc dont Ah on parle oui. beaucoup. Parce que c'est une fonction que si tu l'appliques plusieurs fois sur elle-même, tu peux pas prédire le résultat. Alors, c'est pas tout à fait que tu peux pas prédire, mais la moindre erreur que tu vas faire, ça va complètement varier ton résultat 2 ans Et, après. c'est Voilà, c'est possible. genre, tu vas partir d'ici, tu vas finir là, mais si jamais tu es parti un demi-centimètre en dessous, tu vas finir ici. Ouais. C'est Donc la voilà, théorie de l'aile du papillon, là, du battement d'aile de papillon exactement. en Norvège. Et effectivement, comme le disait non, c'est pas Étienne Klein, Étienne c'est Klein, comment, c'est Michel. Étienne Gis, voilà, Étienne Gis sur la fonction logistique. Le chaos est imprévisible, mais il n'est pas incompréhensible. Voilà. Non, mais Je ouais, vais ça ferait terminer une sur émission énorme à sur faire une là-dessus. autre fonction surjective, la courbe de Peano, que j'aime beaucoup, parce qu'en fait, en gros, c'est comme une fractale, donc c'est une courbe La qui fait courbe des Ikea, ça rectangles s'appelle. comme ça, Ouais. un peu Ouais. des sinusoïdes mais rectangulaires. Et pour la construire, il faut rajouter des petits rectangles. Donc en fait, en gros, tu rajoutes des rectangles au rectangle, tu en as plein partout. Et plus tu zoomes, plus les rectangles sont petits. Donc ça a une fractale de rectangles. Et elle remplit tout le plan, mais il y a quand même des blancs dedans, tu vois. Et Et si tu veux, ouais. je trouve ça hyper beau parce qu'en fait, on peut se poser la question de la dimension des objets. Est-ce que c'est dimension 1, est-ce que c'est dimension 2, dimension 3? On en a parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est une courbe qui a une dimension de 1,999999, c'est-à-dire que c'est une courbe de dimension presque 2, mais Presque deux. jamais, elle n'arrivera jamais à 2. Je trouve ça C'est vrai que tu très avais magnifique. raison, tu citais les fractales. Ouais, bon, pareil. Ouais. Mais Ouais, mais pour, ça, c'est des fonctions pour surjectives. imaginer, là, moi, je l'appelle la courbe Ikea parce que, tu sais, dans un Ikea, de l'extérieur, tu as l'impression de voir un bâtiment de 100 mètres carrés, tu te dis ça va. Et C'est quand ok. tu es à l'intérieur, C'est tu te rends un compte que tu as fait 4 labyrinthe. km. Ouais. Parce qu'effectivement, les courbes de Pinot, c'est le moyen de remplir le plus un plan avec une courbe. Ah Et donc pour Ikea, ça veut dire c'est ouais. comment mettre mes rayons pour te faire marcher le plus possible dans mes 100 mètres carrés, quoi. Putain, c'est génial. Et c'est la forme que la prochaine fois que tu iras à Ikea, tu regarderas. Mais c'est exactement ce que tu viens de décrire. C'est tu Tac, avances un peu, tu tac, tournes à tac, gauche, tac.
Si tu tournes à nouveau à gauche et à nouveau à gauche, tu as l'impression de faire des carrés. Et finalement, tu as avancé que de 10 mètres par rapport à la porte d'entrée, mais tu as déjà marché 10 km, quoi. Enfin, Comment faire le et effectivement, c'est des maximum dimensions fractales. Comment faire le maximum de distance à des Grâce aux gens sur une mathématiques. surface donnée? Très intéressant. Pour Bon. Ikea, c'est super intéressant. Ah oui, Bah écoutez, moi j'ai passé un très bon moment avec vous, c'était assez intéressant. Je pareil. sais pas si le public aime toujours cette émission ou pas, mais je pense qu'ils sont pas, y a pas trop qui sont partis, je Écoute, trouve, donc ça ils va. nous ont donné plein d'exemples, ils nous ont corrigé aussi de temps en temps. Ouais, il y a vraiment des gens qui ont kiffé. Ça fait plaisir de voir Il y a pas mal de remarques de intéressantes. fins T'as envie comme de ça. Ah, répondre. il y avait beaucoup de remarques très très intéressantes. Et Ouais. on pourrait demander aux gens, est-ce qu'il y a des trucs de maths qui veulent, parce qu'on choisit un peu les thèmes arbitrairement, mais c'est des sujets sur lesquels vous voulez dont vous voulez que nous parlions, nous pourrions être à votre écoute, voilà. Je sais pas trop. Par contre, les dimensions, ça peut être un sujet intéressant, mais un Dimension, peu complexe. Mais, pourquoi? moi, j'aime bien. On peut y rentrer par les fractales. C'est un peu l'entrée des artistes, hein. Ça, c'est compliqué. Non, il y a le bouquin, la thèse originale de Mandelbrot, qui les a découverts. Elle fait 50 pages, elle est hyper facile à lire en fait. Enfin, c'est un des sujets mathématiques que j'ai trouvé le plus facile moi à aborder. Parce que Théorie tu des as plein ensembles, d'exemples c'est concrets. genre- Je mesure la taille des côtes de Bretagne, la courbe de Pinot. La théorie des groupes, ça, Alors, c'est la spécialité de Ken, et moi, je déteste. Mais bon, pourquoi pas? Tu vois, moi, on c'est pourra en pas parler, il très faudra en parler Je un peux moment, tu t'expliquer vois. ça Voilà. facilement si tu veux, c'est pas compliqué. Ouais, le pas Rubik's eu Cube. non plus. Non, mais je pense que ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de parler des lois de composition. Ça peut être vraiment très très cool aussi, parce que c'est aussi des objets Théorie des mathématiques. catégories. Ouais, les objets mathématiques qu'on utilise vraiment beaucoup, là tu me parles des fonctions, mais avant d'utiliser fonctions, les symboles, donc plus grand, plus petit, égal, plus, multiplié, moins, divisé, qu'est-ce qui existe pas. Juste parler de tout ça, ça peut être vraiment très intéressant. Il y a encore des gens qui pensent que la division c'est quelque chose qui existe, hein. Et ça c'est grave, je trouve. Donc Ah, tu veux dire, c'est l'algorithme de la division, c'est ça? c'est ça. Et l'inverse ça existe. Mais la division ça n'existe pas. Alors, moi, la topologie, j'adorais aimer aussi, mais la topologie, c'est vraiment le même. Tu sais, mathématicien 1 plus 1 égale 2, et après, tu as un truc ultra compliqué. Et Ouais. la topologie, c'est pareil. La topologie, l'étude des limites, page 2, tu comprends plus rien, quoi. Après, Hmm. c'est vrai que la topologie, c'est quand même intéressant. Parce que finalement, topologie, tout ce que tu manipules, c'est définir une distance, mais le plus rigoureusement possible. Ouais. On peut faire les Définir ponts de les trous. Königsberg, tu vois. Hein? Les ponts de Königsberg en topologie. Je sais pas si Ah ouais, vous non, mais là, par contre, non, ouais, mais on aurait besoin de théorie des graphes. Non, là, ça va être vraiment compliqué, quoi. Ok. Rien que les Mais, nombres, mais ça peut être un bon rien, but to the moon, quoi. rien que les nombres complexes, mais je crois que c'est pas ça que tu voulais en parler. Toi, ça te fait bugger les nombres complexes, Fibre. Et non complexe? Ouais. Moi, c'est pas que ça me fait bugger, mais ça m'a toujours pété les couilles qu'on me dise ah, on peut pas faire des racines carrées de nombres négatifs, tu vois. Et puis à un moment, on dit en fait, on peut, en vrai, tu vois, voilà. On peut diviser par zéro. On peut si on veut. Bah oui, mais bon, On on peut te dit pas pas ça à parce l'école. que bah oui, on te dit que tu peux pas dans les réels. Voilà. Bon. Tout est On une. pourrait faire un peu de crypto, ça vous dirait? Ah, de la Avec crypto. l'algèbre Oh là modulaire. là, quel enfer. Mais oui, si. Bah, moi, attends, en crypto, il y Les a Ken, probas, et ça, ouais. il a des trucs à dire sur Pokémon. Tu sais, les Franchement. Pokémon codés là. Ah oui, c'est vrai. Ah, la crypto, c'est vrai, on avait fait un épisode sur la crypto en vrai. Ah oui, la crypto, oui, d'accord. Ah oui, ça peut être intéressant La en vrai. crypto des Pokémon, quoi. Ah ouais, non, ça peut être super C'est intéressant. sur la crypto, l'épisode. Ouais, parce Bon, qu'en bah fait, pourquoi pas. tous les Pokémon, Ouais. les Il y a des Pokémon, gens ils qui sont. ont remarqué qu'il nous faudrait un tableau, c'est pour ça que J'ai le mon, studio de prod, ça serait ouais, cool, quoi. j'ai mon iPad et je pourrais afficher mon iPad si vous voulez la prochaine fois pour vous afficher des trucs. Maintenant, il faudrait que je redéfinisse une scène, on est tous et mon iPad est autour, mais Ouais, mais ouais. j'espère d'ici là, on aura peut-être un petit studio à Gozu. Voilà, on va peut-être rester organiser ça tranquille. Mais J'aimerais écoute, faire aussi un truc qui serait vraiment sexy. C'est comment gagner de l'argent avec des maths, tu vois. Parce que là, il y a quelqu'un qui dit la martingale de Monte Carlo, tu vois, les trucs comme ça, là. Tu sais, comment ça s'appelle les ouais, casinos, bon, casser les casinos, ouais. ouais, Hmm. enfin, voilà, Alors, les on peut trucs. faire des probas, dans ce cas-là, on fait des probas, quoi. Si Avec tu des veux, probas pour gagner de l'argent les je sais probas, pas. l'économie, c'est une partie des mathématiques, hein. Vraiment, Ouais, l'algèbre binaire, aujourd'hui. ChatGPT, Ah, ça l'algèbre, alimente ouais, tout aussi. aujourd'hui, ça dépend, ouais, l'algèbre binaire, ça aide énormément. Mais Ouais, ouais, les l'algèbre probas, binaire, c'est tout à fait, ouais. les probas, ça peut permettre de gagner de l'argent. En tout cas, ce qui est bien avec les promas, Ah, on peut faire comment faire des escroqueries avec les maths. Ça, j'ai pas mal d'exemples ah concrets. ouais, j'avoue. Bah, ouais, il y en a plein avec Ouais.
avec tu vois, ces problèmes qui donnent 1 sur 12, là où je sais pas quoi. Enfin, tous les gens qui posent mal les problèmes. Là. Non, pas celui-là en particulier, mais avec de la combinatoire. Comment est-ce que tu peux On escroquer peut les parler du gens? paradoxe de Banach-Tarski, oui, si tu veux, Armada Ah Mail. ouais. Bref, Ouais, il y a plein de, c'est long, hein. il y a plein de C'est long choses. et je crois pas qu'on soit compétent en vrai. Enfin, tu vois, après avoir dit le truc. Alors moi, je suis pas Bon, en tout cas, compétent Non, sur merci le on a jeu. beaucoup, parlé de Ken. l'ortie, ouais. C'est cool pour moi en tout cas. L'émission est bonne. L'émission est dans le sas. Voilà, c'est ça. Bah, Incroyable. écoute, Eh bien, écoutez, je vous remercie tous les deux. Ça a été très agréable de Merci. partager ce petit moment avec vous. Eh ben oui, c'était merveilleux. Merci Ken parce qu'on t'est un peu malade quand même et fatigué. C'est vrai, mais ça te désolé. fait une bonne voix, ouais. Je trouvais que ça faisait une belle voix. Ah moi. ouais, la voix cassée comme ça, c'est un peu le Un galou des petit maths, peu. quoi. C'est incroyable. À quand la prochaine? Bah, on se revoit dans un mois, hein, je pense. Hein. Ouais, dans un mois en gros. Ouais, Parfait. ouais, on se revoit dans un mois. Allez, Allez, je vous fais des bisous. Bonne fin de à soirée. bientôt, salut. Ciao. Et oui, les petits amis, bon voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit live mathématique. En tout cas, merci à tous ceux qui sont justement là pour parler, corriger les petits trucs. Je vois que vous avez parlé un peu de surjectivité, mais multiple. Bon, après, bon, je parlais juste en voilà, d'exemples particuliers de fonctions surjectives, en effet, etc. etc. Voilà, bon, c'est ouf, hein. Il y a des mathématiciens qui sont bien plus forts que moi là dans le chat, ça fait plaisir. Au moins, comme ça me permet de passer pour un vrai escroc que je suis. L'analyse des complexes, incroyable. Voilà, bon, bah, à chaque fois, c'est toujours agréable, hein, je vois. Hein. Vous étiez là. Ça vous a rappelé des choses ou pas, tous ces trucs sur les fonctions? Il y en a qui m'ont dit, putain, j'ai fait 5 années d'études et ce que vous me dites me rappelle que j'ai absolument tout oublié. Horrible. Horrible le... Horrible. Chaîne de fibre tigre hein, pour tout. Ouais, peut-être que les nombres transfinis, c'est peut-être un truc un peu compliqué, d'accord. Ça me rappellera, j'ai toujours été nullissime. En vrai, il n'y a pas besoin d'être bon ou pas être bon pour comprendre un peu ces concepts mathématiques. Vous n'avez pas besoin ensuite, après, de vous asseoir et d'essayer de tout ressortir à une table. Hein. Vous pouvez être très très mauvais en maths, c'est-à-dire apprentissage par cœur des définitions, mais l'esprit mathématique, le sens des mathématiques, vous l'avez tous et toutes ici. C'est juste votre sens même des comparaisons. Vous êtes capable de faire vous êtes capable d'analyser votre environnement, de comparer des événements avec d'autres événements. Ce qu'on vous disait là, quand on vous met des points sur un papier, vous êtes capable de tracer une courbe qui joint ces points. Ça, c'est votre esprit mathématique qui le fait. Et ce qu'on fait, on va dire, les mathématiciens qui, eux, font des maths un peu poussées, c'est d'essayer de conceptualiser, de formaliser tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire tracer une courbe qui joint tous les points? Et ça, c'est pas forcément très difficile. C'est pas forcément très facile. Et c'est peut-être pour ça pour lequel vous n'étiez pas doué. Mais visualiser le résultat même des mathématiques, vous le faites tous les jours. Quel que soit le truc que vous utilisez, l'objet que vous utilisez, la cuisine que vous faites, vous le faites tous les jours. Et même dans vos propres déplacements, vous le faites. Même dans vos courses, vous le faites. Même dans votre administratif, vous le faites. Donc, même dans la façon d'organiser votre vie, vous le faites. Même quand vous allumez votre réveil, vous utilisez des mathématiques. Donc, vous n'êtes pas mauvais en maths. Vous êtes tous bons en mathématiques. Juste, bon, vous ne savez pas formaliser les maths ou faire des calculs. Et ça, je vous rassure, j'en ai jamais été capable non plus. Allez, je vous fais des gros bisous, vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve dimanche. Bye bye, portez-vous bien, ciao.